Coucou tout le monde, ici Capet en compagnie de Picsou. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir. On est à quasiment une vidéo par jour, on va passer à une vidéo par jour pendant très longtemps. Voilà, donc vous avez pas mal de contenu qui arrive sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a de tout. Il n'y aura pas que des rediffusions de masterclass, on a des interviews, on a des petits condensés, on a aussi les interviews qu'on a fait à la NSC Conference. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui arrive. Donc écoutez, c'est un plaisir, j'espère que tout le monde va bien. Comment tu vas Picsou, toi de ton côté? Écoute, tout va bien. Pas mal d'interviews cette semaine, donc ça a occupé une bonne partie de ma semaine. Pas mal d'interviews qui arrivent cette semaine aussi. Pas mal de taf niveau trading. Je suis en train de revoir pas mal de choses. Je suis en train de... Voilà, je fais du travail sur moi-même. Ok. Et non, ouais, ça se passe plutôt bien. Juste là, je prépare à fond parce que je vais partir de chez moi pendant une dizaine de jours début juillet. Et donc, bah, évidemment, faut être prêt côté Khan Academy et tout le reste pour que ce soit carré, que ça déroule. Donc voilà, plutôt une préparation de la semaine prochaine et du mois qui arrive, qui va être un mois d'été. Sur lequel je sais pas s'il y aura moins de monde, mais en tout cas sur lequel on se prépare bien pour faire les choses proprement. On a le THCC notamment, on a Surfing Bitcoin qui arrive aussi en août. C'est vrai. Donc pas mal de choses. On va tourner une conférence par mois, hein, parce qu'il y aura probablement le Solana Breakpoint à Amsterdam après en septembre. On s'en occupe de ça d'ailleurs. Ton tweet n'est pas encore parti, le tweet d'annonce si jamais. Ouais, je m'en occupe. Super. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Capet, je te jure, mets un waiting script. C'est impossible d'arriver avant. Mais de toute façon, on dit bonjour, Francky. Donc, te stresse pas. Te stresse pas. On vous laisse le temps d'arriver. On va attaquer par l'analyse technique. On va faire, comme d'habitude, le point sur l'actu. Et on aura un invité. On va avoir Paul de Cave Network qui va nous rejoindre sur le coup des 20h également pour nous parler du coup de Cave Network, qui est un protocole assez particulier qui vient assister à la décentralisation de différentes blockchains. Il vous l'expliquera mieux que moi. Il est francophone, hein, donc il n'y a pas de souci, ce sera parfaitement compréhensible pour vous. Ça changera un petit peu, ça arrivera de temps en temps, on a des invités comme ça. Donc là, c'est une invitation qui se fait dans le cadre d'une collaboration, je tiens à vous le signaler. Elle se fait dans le cadre d'une collaboration avec Cave, et voilà. Donc, niveau technique, je pense que tu vas avoir pas mal de choses intéressantes à nous raconter, Léo. Yes. Surtout que on lit de tout sur Internet. Hein. On voit des gens qui sont en boule en mode mettez-vous sur les alts maintenant, ça a pété. Toi, j'ai cru comprendre que tu avais quand même un biais très différent de celui-là. Ouais, on peut dire ça. Voilà, donc ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est vrai qu'on a un Bitcoin par contre qui est fort depuis un bon moment. On a même Bitcoin Cash qui a été fort, Litecoin, tout ce qui a été annoncé par les institutionnels finalement. Puis voilà, je vais afficher un petit peu vos messages à l'écran. Yo tout le monde, toujours un plaisir. Yo de ceux qui arrivent. Merci Flydem pour le 27e mois. Merci Sedmike, yo Aaron, yo Boulette, yo Zach126, IHS Token, Guigui du forum, comme d'habitude mon ref, CIA16, Flamme696, Lagogoon, Saucisson V54, Bano BTC, Performer, ZenoFR. Et vous, est-ce que vous avez passé une bonne semaine même? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Toi, Capet, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Franchement, banger. Comme je te disais en off, seul problème, j'ai voulu faire le fou à faire lundi, mardi, mercredi muscu. J'ai fait séance dos hardcore lundi, séance jambes hardcore mardi. J'ai voulu faire les pecs le mercredi, j'étais en miettes. Le jeudi, je l'ai passé dans le bed en fait, à récupérer. Voilà, je passais un super week-end, notamment à voir des vieux collègues que j'ai pas vus depuis 10 ans facile, dont un avec qui je jouais à Call of Duty à l'époque, donc c'était marrant d'en discuter et puis d'avoir mes potes qui me parlent pas forcément mais qui me disent je te suis sur internet, je regarde ce que tu fais, même si c'est de la crypto, je connais pas forcément, c'est plaisant. Pour alterner l'intensité de tes séances. Oui, je sais, en fait, j'ai un collègue qui quitte la France et j'ai voulu passer un peu de temps avec lui. Ah, ça fait plaisir les petits messages comme ça par rapport à tes vidéos. Trop stock. J'ai beaucoup taffé dernièrement pour sortir des interviews vraiment banger, etc. L'objectif, ça va être aussi de faire tout ce qui est analyse technique et trading en mode banger aussi. Donc lundi d'ailleurs, on aura un live sur les propres firmes. Donc voilà. C'est quoi? Alors attention. En fait, les propres firmes, c'est des plateformes sur lesquelles majoritairement tu vas trader par exemple les marchés tradis et sur lesquelles en fait tu vas pouvoir par exemple dépenser un petit montant qui vont te permettre de t'inscrire. Et en fait, si tu passes un challenge, donc en gros par exemple si tu arrives à faire une performance de X% sans avoir perdu X%, enfin sans avoir être descendu trop fort, sans avoir un gros drawdown, à ce moment-là tu vas pouvoir valider ton compte et une fois que tu as validé ton compte, tu vas pouvoir trader par exemple, ça dépend des challenges que tu passes, mais 50
50 000, 100 000, 200 000 dollars réels. Et en fait, c'est pas ton argent, c'est le leur. Lorsque tu réalises des profits, tu vas tout simplement pouvoir retirer 80 à 90% des profits. Mais par contre, si tu as un drawdown trop élevé, donc si par exemple ton compte il perd, je sais pas, 5-10%, là tu peux te faire sauter ton compte. Donc en gros, c'est un moyen d'avoir de l'effet de levier et de te mettre surtout au marché tradi pour les gens qui sont dans les cryptos ou tout simplement ceux qui ont un petit capital et de se lancer avec des plus gros folios et de tout simplement profiter d'un capital plus grand et de trader avec un capital plus grand avec des conditions, donc à savoir réaliser à faire des performances au début dans le challenge et puis après ne plus avoir des drawdowns ou de pertes trop élevées sur lesquelles tu as les limites et qui te font sauter ton compte si jamais tu les atteins. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, c'est réservé pour moi aux gens qui sont expérimentés. Donc si vous avez jamais tradé de votre vie, c'est pas une occasion qui va vous permettre du jour au lendemain de devenir un trader rentable et de gagner énormément d'argent. Mais voilà, c'est un moyen assez intéressant d'avoir du capital à disposition pour trader sans mettre en péril votre argent à vous, pouvant retirer une grande partie des profits. Donc voilà. On en parlera de la vidéo de Débloc tout à l'heure. Effectivement, on a interviewé cette semaine le CEO de Débloc, qui est une banque fiat et crypto en devenir, qui va très probablement mettre une grosse gifle à Revolut. Pour ceux qui connaissent la néobanque Revolut, c'est d'ailleurs 4 anciens employés de Revolut qui montent ça. Super intéressant, c'était un francophone, le CEO en plus, il nous a expliqué sa vision. J'ai trop kiffé, il n'était pas dans le politiquement correct, il nous a parlé de ça, j'ai kiffé de fou. Donc voilà, sur la chaîne de Coin Academy, on va pouvoir attaquer dans peu de temps, d'ici 1 ou 2 minutes avec la technique. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien DCA. Je ne sais pas comment vous voyez le marché, mais en tout cas, le halving se rapproche petit à petit et franchement, ça fait plaisir. J'espère que la souffrance est derrière nous. Après, c'est Dieu qui donne, hein, on verra bien. Bonsoir Linfré. Merci Moonstruck pour le 26e mois d'abonnement, 2 ans, c'est énorme. Merci à toi. Merci aussi à Hippocampes qui lâche son petit prime. Merci mon ref, merci pour le sub. Le politiquement incorrect, on connaît ça chez nous. C'est vrai, bon après, il y a pire. On n'est pas en mode Olivier de la Marche non plus, tu vois, mais c'est vrai qu'on se fait plaisir. Non, mais ouais, franchement, je pense que tout le monde a eu une bonne semaine, non? Je suppose. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Personnellement, j'ai pas pu profiter pleinement de toute la hausse comme j'aurais voulu le faire, mais j'ai réussi à bien profiter de la dernière petite jambe en 4 heures, donc ça fait plaisir. Et puis, je suppose que pour la majorité des gens qui font du DCA, etc., vous êtes plutôt contents. Je regardais des stats sur Glassnode et je voyais que on était passé de 62% du supply de Bitcoin qui était en profit à 80%. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il y a 80% des bitcoins qui ont été achetés à un prix inférieur à celui actuel. Donc, je suppose que la majorité des personnes se sentent peut-être un peu mieux, ou en tout cas réalisent des profits, c'est plutôt cool. Pour autant, il y a pas mal de gens bloqués sur les alts et qui profitent pas pleinement de cette hausse-là. Donc évidemment, on en parlera. Et je pense que c'est un petit peu la note qui fait chier tout le monde, quoi. Donc, si jamais on va relancer plus de contenu analyse fondamentale aussi sur le site Coin Academy. Là, j'ai missionné un rédac pour une review d'Optimism. J'essaie de récupérer mes rédacs qui étaient bons en fonda parce que si vous voulez, on a beaucoup de rédacs qui sont freelance et qui taffent à côté ou qui font les études ou quoi. Et j'aime bien avoir des rédacs qui sont vraiment très bons sur ça. Et j'ai envie qu'on couvre vraiment tous les Layer 1 importants. Les Layer 2, importants parce qu'on les a pas tous faits. Notamment, j'ai agrandi ma liste de projets à dig aussi en termes de gaming Web 3. Donc, on va voir de l'analyse fondamentale qui va arriver. Je vais aussi lancer ma chaîne YouTube dédiée à la crypto sous peu. Je devais le faire cette semaine. Je l'ai pas fait parce que j'ai envie de faire des photos propres, avoir un petit design propre pour mes réseaux et lancer ça carré. Mais ça arrive incessamment sous peu. T'interview quand, Nicolas Lemaître? C'est vrai, il faut que je m'en occupe de ça. Moi, pour vous teaser un petit peu, je peux en parler. Cette semaine en interview, alors tout ne va pas être publié d'un coup, en gros. C'est des interviews qui vont être enregistrées. Après, il y en a certaines qui seront publiées peut-être dans 1 mois et d'autres dans 2 semaines. Voilà, vous avez compris l'idée. Cette semaine, j'interviewe CoinTips. Peut-être que certains connaissent dans le chat. CoinTips, qui est un OG de YouTube, qui a été un des premiers à se lancer sur YouTube Game FR niveau crypto, que j'apprécie particulièrement dans son contenu. Donc ça va être l'occasion de parler avec lui. Lui, il est un petit peu en retrait à l'île Maurice, à faire une vidéo tous les mois ou toutes les 2 semaines quand ça lui chante et surtout quand il pense que ça a de l'intérêt. Donc voilà, très content de pouvoir faire une interview avec lui. Je l'ai eu en call et tout. Ça a l'air d'être un chic type. Je le connais pas plus personnellement, mais j'aime bien ce qu'il fait. Donc ça va être l'occasion d'en parler un petit peu plus.
dans cette semaine, j'ai donc aussi le live Prop Firm, donc à 18h demain. On va avoir un live normalement avec Samy JDC et Capet, donc mercredi. Mercredi Qu'on s'est 14h booké pour à être précis. 14h, voilà. Donc Tout à fait. ça va pas être l'heure optimale pour tout le monde, mais en tout cas, il y aura évidemment de la rediff YouTube, etc. pour ceux qui seront pas là. Jeudi, j'ai l'interview de l'ex-employé de FTX, qui est une personne qui était Head of Marketing France de FTX, donc quelqu'un qui était assez bien positionné et qui a surtout vu et vécu la faillite de l'intérieur. Donc c'est l'occasion de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé et voilà, de vous avoir un petit peu une sorte d'histoire racontée depuis les backstage pour vous donner plus d'informations sur ce qui s'est passé concrètement. Donc ça, je pense que ça devrait plaire à pas mal de gens. Évidemment, je vous invite à rester respectueux avec cette personne-là, etc., parce que cette personne n'est en aucun cas responsable des pertes réalisées avec FTX. Il faut savoir que la majorité des personnes qui travaillent chez FTX, voire 99%, je pense, n'étaient pas au courant des activités de SBF. Donc voilà, je tenais à le préciser. Jeudi, on va aussi avoir un live avec les amis de Orwell, qui sont donc un cabinet d'avocats spécialisé autour des cryptos, qui ont notamment un petit peu porté les modifications à la proposition de loi autour des influenceurs, qui ont été aussi un petit peu dans les petits papiers sur Mika, etc. Donc on va pouvoir faire un gros point sur comment ça va vous impacter vous et comment ça va impacter l'industrie sur un live plutôt court, parce que je sais que tout ce qui est fiscalité, loi, régulation peut être un petit peu fastidieux, donc on va essayer de faire un truc assez concis. Et puis c'est à peu près tout pour moi cette semaine. J'ai l'interview du CEO de Bitstamp qui est en stock. Je suis en discussion pour avoir une interview avec le CEO de Bybit. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas c'est en négociation. Espérons que ça se fasse. Et j'ai eu une interview aussi avec des market makers, mais dans l'écosystème NFT, chose qui ne se fait pas trop jusqu'à maintenant, et sur lequel certains se lancent. Donc ça va être assez intéressant d'en parler parce que les liquidités, c'est toujours la problématique majeure dans les NFT. De pouvoir acheter un truc, mais de pouvoir le vendre, c'est aussi bien. Donc voilà, gros sujet. Et ça a été tourné, enregistré. J'attends juste leur feu vert pour publier. Et a priori, ce sera publié mi-juillet pour plusieurs raisons. Gros programme. On est en train de faire des petites négociations aussi pour différents articles. Je pense notamment, ça je pense que je peux en parler sans problème, avec Massa, qui va accélérer un petit peu, non pas pour son mainnet, on n'est pas encore en mainnet, mais qui va essayer d'avoir une incentive pour les builders et qui va également essayer de pousser différents projets qui se lancent sur Massa. Donc on va essayer de faire des choses ensemble pour vous donner toutes les informations clés en main. Nous, on est investisseurs sur Massa en tant que Coin Academy et accessoirement, c'est un Layer 1 qui est fait par des Français qui sont très bons dans ce qu'ils font. C'est quand même une équipe de brutes de décoffrage. Et la vraie feature qui fait que ce Layer 1 est quand même un peu plus sympa que la moyenne, c'est la possibilité d'automatiser des tâches de smart contract et pas avoir à réexécuter, repayer du gaz et tout, mais vraiment l'automatiser de l'intérieur. Ça s'appelle des smart contracts automatiques, tout simplement. Donc ça peut avoir des utilités pour de la DeFi, pour du gaming, etc. Et c'est ce dont on va notamment parler dans ce type de communication. Avant de commencer, juste, je vous envoie un petit tweet dans le chat. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit retweet si ça vous fait plaisir. C'est tout simplement le tweet d'annonce du live, donc n'hésitez pas. Sous le tweet d'annonce du live, je vais prendre 3 cryptos et tout simplement les analyser. Donc si jamais ça vous fait plaisir de soutenir le live et surtout de voir vos coins analysés, j'en prendrai 3 en réponse de ce tweet. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Tout est dans le chat. C'est le lien twitter.com/cryptopixou avec derrière. Voilà. Eh bien écoute, je pense qu'on est prêt pour la partie technique, non ? Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, j'interromprai Picsou au besoin. S'il y a vraiment des questions pertinentes pour l'analyse, pour que ce soit peut-être moins cours magistral que d'habitude, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à être un peu trop la tête dans le guidon. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui regardent aussi ce live en rediffusion sur YouTube, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va faire un gros point hebdo de ce qui s'est passé sur le marché cette semaine, parce que comme vous le voyez, je pense que on a assisté à une semaine plutôt agréable. En tout cas, on a une bougie assez magistrale qui a tout simplement retracé toute la baisse qu'on a eue ici au cours des 2 derniers mois en une semaine. Donc c'est assez impressionnant. Avant de parler vraiment graphique, j'aimerais faire un petit point sur mon screener. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le screener dans le chat et tout simplement en commentaire et en description sur cette vidéo qui sera donc en rediff sur YouTube pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc ici, donc, vous avez pas mal de colonnes pour vous montrer différentes données.
vous avez tout simplement la variation de prix en 1 heure contre l'USD, en 24 heures contre l'USD, en 24 heures contre BTC, en 7 jours, en 30 jours, etc. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tous les chiffres ici s'alignent en vert, ça veut dire que cette crypto a réussi à performer sur les 365 derniers jours, les 90 derniers jours, les 30 derniers jours, les 7 derniers jours. Donc, ce que ça montre, c'est assez de consistance au final. C'est que, bon, on a 129 actifs ici qui sont montrés. En moyenne, sur cette semaine, contre BTC, on a moins 2%. Donc, ce que ça montre, c'est que sur 129 actifs, il y a quand même une grande majorité qui n'a pas réussi à surperformer Bitcoin, ce qui est assez impressionnant. Mais malgré ça, on a vu quand même quelques petites exceptions. On a vu un BCH qui a fait un énorme run, qui a pris 54% contre BTC sur les 7 derniers jours et 80% en dollars, tout simplement. Du Waves, du AAV. Oula, AAV, j'avais pas vu qu'il avait pump autant. Ça va être assez intéressant. Ouais, aujourd'hui, il a fait une poussée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'info. Je suis assez curieux parce que moi, c'est une crypto que je surveille depuis un moment. Après, voilà, on n'y est pas. Hein. Je voulais vous en parler, mais pour moi, vraiment, le moment où on aura un bon signal sera les 90$. Mais voilà, c'est marrant de voir pas mal de cryptos performer. Mais mis à part ça, quand on regarde contre BTC, on a quand même beaucoup de cryptos, y compris des grosses qui n'arrivent pas à surperformer BTC. Dans les pires élèves, on a notamment le BNB qui est à moins 15% contre BTC, même un XRP qui est à moins 13%. Ce qu'on peut voir, c'est que BTC a clairement lead ce mouvement du marché. Je pense notamment avec tout ce qui est narrative et annonce d'ETF avec BlackRock, Fidelity et les autres qui ont suivi derrière. Donc ça a donné pas mal de momentum et surtout ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au-delà de la narrative et des news qui ont suivi, en fait on a le prix qui suit. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc BTC qui lead la charge, mais lorsque on regarde autre chose que BTC, on se rend compte que c'est pas la même chose. Si tu regardes sur Ether, là où un BTC est déjà en train de faire un nouveau sommet, on voit un Ether qui est encore loin de faire un nouveau sommet, puisque faire un nouveau sommet en weekly ou même en weekly sur Ethereum et faire un higher high, ce serait autour des 2142. Or, vous voyez que certes, on a rebondi, mais on n'a pas du tout rebondi avec la même force que BTC, qui est déjà justement au-dessus de son dernier sommet. De même, si on regarde le Total 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les alts ont toujours beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que sur un BTC, globalement, on est déjà en train de faire un higher high. Donc, c'est comme si on était ici sur les alts, sauf que sur les alts, on a eu certes un rebond, mais un rebond vraiment qui manque de vitamines, qui manque de testo un petit peu là. On voit qu'on rebondit, mais que tout simplement sur les alts, on est tout simplement en train de retester un gros niveau de support en mensuel et que pour l'instant il fait résistance. Donc est-ce que les alts vont être capables de rattraper leur retard et de pousser, de réintégrer ce range pour moi qui est entre ces deux bornes et peut-être nous propulser plus haut? Peut-être, mais pour l'instant c'est pas forcément le cas, puisque on voit sur ce graphique qui représente la capitalisation totale des altcoins en excluant Bitcoin et Ethereum, VS donc Bitcoin, donc on divise cette capitalisation des alts par Bitcoin, on voit tout simplement que la majorité des alts sous-performent Bitcoin, et on le voit tout simplement avec cette bougie weekly, c'est-à-dire que moi, je vous disais déjà en tweet et même en analyse vidéo qu'à partir du moment où on casse ce range ici et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, on va pas se mentir, ça pue. Et que le seul moyen pour moi de repasser bull, ce serait qu'on repasse au-dessus de cette zone verte et qu'on s'en serve comme support, ou qu'on aille en zone bleue chercher une sorte d'excès baissier. Là, on voit que ce range a bien cassé par le bas et qu'on est tout simplement en ligne droite vers cette zone bleue. Donc, personnellement, je suis pas ultra optimiste sur les alts pour l'instant. Je pense que, évidemment, la qualification de la majorité ou de certaines altcoins en tant que securities est une sorte de poids qui peut peser sur l'industrie et sur ces cryptos-là. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes et que pas mal d'alts peuvent être considérés comme des securities, ça fait que la majorité des personnes, dans le doute, vont s'exposer à Bitcoin. Donc là, évidemment, ça se voit sur le graphique que la majorité des gens ont, en tout cas, beaucoup de gens ont vendu leurs alts pour du BTC, ou tout simplement que les alts n'arrivent pas à performer. Et donc moi, personnellement, ce qui va m'intéresser sur les alts, ça va être de voir une réaction dans cette zone bleue ici. Parce que certes, les alts n'arrivent pas à performer contre BTC, mais tôt ou tard, quoi qu'on en pense, les alts, même si elles restent dans un marché baissier, même si elles ne doivent pas faire un nouvel ATH, elles feront probablement un x2, x4, x10. La question, c'est à partir d'où? Donc, personnellement, sur les alts, moi, ce qui m'intéresse, ce serait vraiment qu'on arrive dans cette zone bleue ici, qu'on nous fasse vraiment un excès baissier, donc vraiment les alts en PLS contre BTC. D'ailleurs, moi, je serais assez intéressé de voir les alts capituler en dollars tout simplement dans cette box verte, puisque ici c'est 78 à 88% de retracement de toute la baisse. Je pense que c'est pas impossible que les alts galèrent et qu'on trouve une sorte de bottom dans cette zone ici. Je pense qu'évidemment ça se ferait uniquement si BTC était amené à retracer.
chose qui n'est pas garantie, mais qui est évidemment très possible aussi. Je te coupe juste 2 secondes. On est au-dessus ou pas là de l'ATH précédent, si tu viens à l'ATH de fin 2017? On est dessus, on est dessus. On est dessus. On est dessus, on est dessus. Donc là, on reteste le précédent ATH de 2017-2018. Et moi, personnellement, vraiment, la zone qui me permettrait d'avoir un peu plus de conviction sur les alts, ce serait que sur les alts, on arrive dans cette box verte. Donc que vraiment, les alts soient dans une sorte d'excès baissier un peu violent. Et que sur le ratio entre les alts et BTC, donc alt divisé par BTC en termes de capitalisation, on arrive dans cette box bleue, ce qui ferait que, en fait, j'aurais une confluence dans le fait que si les alts ne vont pas à zéro tout de suite, eh bien, on aura une belle, on aura probablement quelque chose d'assez sympa à jouer pour jouer un high or low en mensuel ici sur ce graphique-là de la capitalisation des alts divisée par BTC et de jouer potentiellement une reprise de force des alts par la suite. Que moi personnellement, voilà, il faut aussi être assez froid dans notre analyse et penser que on va juste dump et casser ce bottom d'un coup ici sur les alts. Personnellement, ça me semble peu probable. Peut-être qu'on me donnera tort, mais en tout cas pour moi, c'est une zone assez intéressante parce que ici, ce bottom, c'est justement le début du bull run. C'est ce qui a initié le bull run début 2021. Donc je me dis que si jamais les alts doivent garder de la force long terme, on devrait garder ce lot ici et on cherchera probablement à le défendre dans une zone de ce style-là. Donc voilà un petit peu pour les alts, mais ce qui nous intéresse beaucoup en réalité, c'est Bitcoin. Pas mal de choses positives. Ce qui est assez intéressant, c'est que la semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, j'avais dit que globalement tous les feux étaient ouverts, que j'étais assez optimiste et que c'était probable qu'on ait un bottom qui nous permette de pousser plus haut. Alors, le fait qu'on pousse aussi vite, aussi fort, c'est pas forcément quelque chose que j'attendais avec une grande conviction. Je pensais qu'on pouvait pousser plus haut assez rapidement pour derrière chasser des stops parce qu'on avait accumulé pas mal de stops. On avait par exemple cette localisation là ici qui m'intéressait pas mal puisque ça aurait été une localisation assez intéressante pour défendre cette tendance baissière daily, aller chasser des stops ici et retester ce haut de range ici qui était ce range ici. Et on a vu que on a tout simplement transpercé cette zone et qu'on s'est dirigé tout droit vers un nouveau high. Donc ça, en réalité, c'est une bonne nouvelle. Encore faut-il bien clôturer cette semaine, mais pour moi, tant qu'on clôture au-dessus de ce niveau des 30 300, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que ça retranscrit, ce que ça montre, c'est que surtout, on a annihilé tout le momentum baissier qui avait été construit ici, toute la baisse en seulement une semaine. Donc je pense pas qu'on puisse se dire que c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est vraiment un bon signal. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est notamment le fait qu'on a été chassé pas mal de stops et qu'on se situe toujours dans des localisations assez compliquées. Dans le sens où ici on avait pas mal de high à aller chercher sur BTC, on a été les chercher. Ici aussi on avait de la liquidité à aller chercher, on a été les chercher. Donc grosse zone de liquidité qui a été chassée. Et derrière on a ces deux highs qui, je pense, vont être chassés tôt ou tard. Et lorsqu'ils seront cherchés, moi, je me poserai vraiment la question de ok, est-ce que c'est pas juste une sorte de piège et à ce moment-là, on va réintégrer une sorte de range comme ça? Ou est-ce que on va justement réussir à flip cette zone ici de résistance à support pour derrière pousser plus haut, aller chercher les 38% aux 36 000 $. Donc personnellement, je vois pas de grosse raison d'être bear pour l'instant, si ce n'est une localisation, mais pour l'instant on n'a pas de rejet significatif, on n'a pas de gros signal baissier qui fait que j'ai envie de vendre la maison, j'ai envie de vendre mes alts et tout mettre en dollars, ou vendre mon BTC tout simplement. Mais ce que j'aurais tendance à dire, il faudra faire extrêmement attention autour des 31 700 et 32 300, parce que lorsqu'on aura chasser ces highs qui nous attendent ici, je me pose vraiment la question de est-ce qu'on va être capable de tenir cette zone ici en tant que support, ou est-ce que justement on aura pris les liquidités et à ce moment-là on pourrait faire mal à pas mal de gens en se retournant, en continuant une dynamique haussière, mais juste en retraçant un peu plus bas, tu vois. Ça c'est un scénario qui est pas impossible et qui pourrait faire souffrir pas mal de personnes. Dans tous les cas, je te laisse terminer, pardon. Toi, est-ce que là, en poussant un peu plus haut, tu aurais envie de décaisser? C'est ça déjà la question. Est-ce que toi, instinctivement, en tant qu'investisseur spot, tu dis voilà, on commence à aller dans des zones où j'ai envie de décaisser? Pour faire assez simple, pour moi, ça c'est la zone qui me fait croire, c'est la zone qui pour moi délimite un bear market et un bull market. Pour moi, cette grosse zone ici, c'est la zone qui va être, je pense, ultra défendue du côté bear, parce que pour moi, c'est vraiment la zone qui doit tenir si on est dans un marché baissier qui doit continuer donc ça pousser. Ici, on a les 38% de retracement. En général, quand on est dans une tendance qui est forte, les 38% de retracement, ils sont tenus. Et là, tu vois que, par exemple, sur cette tendance haussière weekly, on voit que les 38% de retracement, ils ont été parfaitement tenus, ce qui montre que la tendance est forte. Et lorsque les 38%
38% sont tenus avec de la conviction, en général, on arrive à faire un nouveau high, ou en tout cas de continuer dans le sens de la tendance. Donc ici, les 38% étaient parfaitement tenus, mais si on prend ce gros mouvement baissier et qu'on met les 38%, on voit qu'on a une énorme résistance ici, en plus d'être un gros support weekly et monthly qui a été cassé et qui a initié, je dirais, la sorte de capitulation, en tout cas, qui a initié un gros momentum vendeur. Et en plus de ça, si je me mets en mensuel, tu vois bien que ici, c'est une grosse zone qui a été défendue. Et si on reste dans une dynamique baissière, allez, monthly, enfin, je sais pas si on peut vraiment ça appeler une dynamique baissière monthly, mais en tout cas, si on ne doit pas faire d'ATH tout de suite et qu'on doit avoir une zone qui donne repoussée, je pense que cette zone sera assez intéressante, notamment par les 38%, par le fait que pour moi, c'est un des niveaux mensuels les plus clés sur le graphique en termes de résistance, et le fait que c'est une zone idéale pour défendre ce high ici, mensuel, sur les cryptos. Donc pour moi, ici, c'est vraiment la zone dans laquelle j'aurais tendance à faire attention. Mais tout est une question de comment on y va. Est-ce qu'on y va super violemment ou est-ce qu'on a des mouvements qui sont sains avec des consolidations, des chasses au stop, etc. Ça va dépendre aussi de est-ce que le S&P est en bonne posture, est-ce qu'il arrive à tenir typiquement cette première zone ici pour derrière nous pousser plus haut, ou est-ce que... Donc ça va dépendre de pas mal de facteurs et surtout de comment on y va. Personnellement, je pense que mon biais est très clair. Sur BTC, je suis bull et optimiste tant qu'on garde cette zone ici. Pour moi, cette zone des 28 800, 29 000 $, c'est la zone à ne pas lâcher. C'est la zone sur laquelle on a trouvé du support ici, du support ici. C'est la zone qui, lorsqu'elle a été perdue, nous a permis d'accélérer à la baisse. C'est une zone au-dessus de laquelle on a fait une sorte de déviation ici qui a été retestée comme résistance. Et au-delà du weekly, je vois bien que c'est une belle zone de résistance parfait ici, que j'aimerais qu'on flippe en support si jamais on allait la chercher. En plus de ça, si jamais on prend la hausse récente et qu'on tape les 38% de retracement, donc qui est le niveau à tenir dans une tendance forte, on voit que ce niveau est aussi tout simplement aligné avec ce prix horizontal, ce niveau horizontal des 28 800. Donc pour moi, vraiment, cette zone ici grise, des 28 800, 29 000 $, doit absolument tenir. Si on était amené à la perdre, pour moi, on perdrait beaucoup de momentum acheteur et je pense qu'on irait au minimum chercher les 26 900, voire je pense qu'on pourrait pousser plus bas. Donc si on est vraiment dans cette dynamique haussière et dans laquelle on peut avoir des retracements, je veux que cette zone tient. Donc personnellement, je suis optimiste et bull tant qu'on tient cette zone des 28 900, 29 000 $. Tant qu'on reste au-dessus, je vois pas vraiment de raison d'être ultra bear, à part si on chasse ces stops, qu'on nous montre un gros rejet ou tout simplement qu'on aille chercher cette zone et à ce moment-là qu'on nous montre un nouveau rejet. Mais pour moi, tant qu'on tient en cette zone ici, je pense qu'on ira chercher au minimum les 32 500 ici et potentiellement les 36 000 $ si on a plus de jus. Je te rappelle que lorsque on a cassé les 18 000, 19 000 $, c'est le moment où j'ai commencé à être extrêmement bull. J'avais deux niveaux en tête. J'avais les 36 000 $, c'était mon premier objectif, et les 28 000 $. Okay. C'était les 38% de retracement et de cette baisse. Donc, premier niveau atteint. Donc, le premier TP atteint. Deuxième TP, pour moi, il est ici. Donc, personnellement, tant qu'on tient ces 28 900, 29 000 $, je vois pas vraiment de cas d'être bear, à part si on a des signaux et du rejet qui est fort, soit dans cette localisation ici, soit dans cette localisation ici. En tout cas, c'est les deux niveaux que je regarde ici. Est-ce que ça veut dire que c'est extrêmement bull pour les alts? Pas nécessairement. Qui serait bull pour les alts, pour moi, ce serait soit que BTC consolide pas mal ici, ou en tout cas qui donne du temps pour qu'il y ait de la rotation de capitaux entre BTC vers Ether et potentiellement les alts. Mais déjà, si on a de la consolidation et qu'on a un Ether qui reprend du jus, ça pourrait permettre aux alts d'un peu plus respirer et de peut-être rattraper cela. Ou sinon, d'avoir un retracement un peu baissier sur Bitcoin, un truc un peu violent, et à ce moment-là qu'on arrive dans les zones d'excès, les zones long terme que moi j'attendais sur les alts. Mais pour l'instant, tout le monde se concentre sur Bitcoin. Et aussi un autre facteur qui pourrait être assez intéressant, c'est le fait qu'on ait un Gensler qui soit viré, ou qu'on ait un retournement de veste de la SEC. On entend des choses de plus en plus positives venant du FMI, venant de Powell. Enfin, c'est pas des éléments ultra bullish fondamentalement, mais c'est quand même des éléments de réassurance, j'aurais tendance à dire, qui vont entre guillemets dans notre sens. Donc, si on avait davantage de signaux dans ce sens-là, où la SEC qui arrête de casser les couilles, ça pourrait être un facteur qui nous aiderait sur la partie alt, mais pour l'instant, moi, vu que je vois pas ces news, je préfère juste analyser le prix et le trader. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, optimiste sur Bitcoin, j'étais assez optimiste ici, je pensais qu'on allait avoir un petit retracement pour justement le jouer, au final on a tout arraché, et donc voilà, c'est plutôt une bonne
bonne nouvelle. Si jamais on retrace dans cette zone ici, c'est pas forcément le moment de tout vendre et de se dire ok c'est fini, etc. Je pense que vraiment ce qui va se jouer c'est les 38%. Donc ça se trouve on poussera plus haut et les 38% de retracement vont monter. Mais là à l'heure actuelle on a un niveau weekly et les 30% de retracement de toute la hausse qui sont à ce niveau-là. Donc je pense que c'est plutôt clair sur Bitcoin. Je te propose de passer un petit peu sur Ether. Sur Ether, on a un graphique un petit peu différent, ou en tout cas, on a du retard, dans le sens où je te montrais les 29 000 $ de BTC qui nous servaient de support ici, qui ont initié la baisse lorsqu'il a été perdu ce niveau jusque-là, et qui nous a servi de résistance sur le rebond. En fait, tu as la même chose sur Ether, autour des 1950 $, sauf que ces 1950 $ et ce gros niveau, contrairement à BTC, on l'a pas franchi. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, quoi qu'on en dise, c'est que j'avais beaucoup de stop, beaucoup de high à aller chercher sur Ether, et c'est ce qui me donnait beaucoup d'opium. Je sais pas si vous vous en souvenez quand on était à peu près là, mais je disais que le fait qu'on ait ici une sorte de top avec plein de high à chasser, ça me donnait beaucoup d'opium en tant qu'acheteur. J'ai regardé la rediff, c'est exactement ce que je disais. Je disais que moi, je pensais qu'on allait les chercher assez vite, mais voilà, je n'avais pas forcément une conviction dans le fait que ça se fasse instantanément. Je savais que tôt ou tard on allait les chercher, probablement vite, mais à cette cadence, je ne sais pas. Donc ça, le fait qu'on ait été chercher ces highs et qu'on se retrouve sous une résistance weekly, voire monthly sur Ether, ça fait un petit peu peur. Après, quand je regarde, on n'y est pas encore, mais si on clôture à la fin du mois à un prix similaire, on aurait une sorte de ravalement haussier sur Ether, et en mensuel, on aurait une sorte de retest parfait de ce niveau mensuel. Donc, ce serait vraiment tip top. Moi, ma conviction sur Ether, c'est que c'est trop difficile pour moi d'acheter ici. Donc, si jamais on a un retracement ici qui me permet d'acheter et de placer mon stop en dessous pour des réviser plus haut, pourquoi pas? Encore faut-il qu'on ait un retracement et des structures assez sympas. Mais pour moi, vraiment, le niveau qui m'intéresse sur Ether, il est autour d'ici. Contrairement à BTC où il est autour des 28 800, 29 000, pour moi, il est autour des 1760, 1780. C'est l'ancien bad range ici daily, et c'est le niveau sur lequel on a trouvé de la résistance ici. Et je pense que c'est probablement la reload zone, donc 61-70% de retracement de toute cette hausse, donc la zone idéale pour derrière défendre. Donc, moi, si jamais on retourne dans cette zone ici et que je vois un BTC à 28 800, 29 000 $, j'aurais tendance à payer en faisant le pari que ce lot tienne. Par contre, si cette zone ne tient pas et sur BTC ça tient pas, je pense qu'on ira probablement beaucoup plus bas. Donc ça, c'est une manière pour moi de continuer à être bull sur Ether, c'est qu'on aille chercher ce niveau. Une autre manière pour moi d'être bull sur Ether, ce serait tout simplement qu'on arrive à s'affranchir de cette zone ici grise, donc autour des 1950, qui est donc le niveau weekly monthly que je surveille. Et si jamais, en fait, cette zone ici, on arrive à l'utiliser non pas comme résistance, mais comme support. Donc, on passe de cette résistance à un support. On a une structure sympa, un retest sympa. Je pense que j'achèterais avec une invalidation dans le cas où on a une clôture en dessous pour tout simplement viser un higher high, donc au-dessus des 2150, et une poursuite haussière. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, on a strictement rien entre ici et les 38% de retracement et le niveau qui m'intéresse autour des 2400-2500 $. Okay, donc, vu qu'on n'a rien entre là et là, si jamais on commence à récupérer cette zone ici en tant que support et qu'on a un BTC bull, j'irai probablement acheter justement ce prix-là pour derrière pousser plus haut et aller chercher ce gros niveau qui m'intéresse. Est-ce qu'on y est? Non. Mais en tout cas c'est un truc c'est quelque chose que je garde en tête. Donc ici, si jamais on a un repli, j'irai potentiellement le payer à condition qu'on ait une confluence sur BTC et que les marchés trading ne nous crachent pas au visage, ou si jamais on a cette résistance qui est flip en tant que support et qu'on a un BTC qui a de la force et que tout va bien sur les différents données et les différents indicateurs que je regarde. Donc ça c'est mes deux scénarios, encore une fois pas de langue de bois, je pense que je suis assez honnête dans que j'aimerais trader. Il y a de quoi shorter, pourquoi pas, mais à l'heure actuelle, je préfère largement jouer des achats au cours de retracement plutôt que d'essayer de shorter dans l'espoir d'un retracement, parce que je suis pas forcément convaincu qu'on aura un retracement. C'est possible, hein, c'est très possible même, mais je mettrai pas ma main à couper qu'on ait un retracement. Donc personnellement, je suis plus dans une logique de chercher des achats si jamais on a des petits retracements ou des preuves de force, plutôt que de chercher à shorter pour shorter. Et voilà, quand je vois ce que fait BTC et le fait qu'on ait tout simplement bouffé toute cette baisse ici en quelques jours, ça me donne pas envie de shorter, surtout avec un momentum aussi fort. Par contre, ouais, j'exclurais pas un petit retracement comme ça. Je dis pas que
on fera forcément ça. Pour moi, ça aurait du sens, notamment à court terme, parce que on a tous ces lots à aller chercher. On a tous ces lots ici à aller chercher. Et que à court terme, on a été aussi chercher pas mal de stops. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on perde ces niveaux-là et qu'on aille retracer sur BTC. Par contre, si jamais on arrive autour des 28 800, 29 000 $, pour moi, il faut que ce soit un retest qui soit rapide, qu'on ait de la preuve de force rapidement et qu'on n'ait pas un prix qui s'installe trop là. Pour moi, c'est un prix qui doit être ultra attrayant, ultra vite racheté et qui doit être juste, qui doit se résumer en une mèche sur la bougie weekly qu'on va tout simplement amorcer. Autre chose qui est aussi assez intéressant et qui justement nuance et va dans le sens de ce que je disais sur Ether, c'est que sur la capitalisation totale des cryptos, en fait, on n'a pas fait de higher high. Et on est de nouveau sous résistance en fait. Donc ici on avait ce gros niveau de support, on retestait parfaitement ici. On a fait tout simplement une déviation au-dessus de ce niveau-là. Et là on est en train de le retester à nouveau comme résistance. Donc est-ce que c'est le moment d'être bull alors qu'on est sous résistance weekly qui est une résistance donc très importante? J'en suis pas convaincu. Personnellement je préfère qu'on casse la résistance et essayer d'acheter une sorte de repli ou une continuation plutôt que d'essayer d'acheter par anticipation le fait qu'on casse cette résistance, parce que lorsque tu fais ça c'est pas le moment où tu as un bon risk reward. Parce que si tu achètes là tu mets ton stop ou tu le mets ici pour viser là, tu dois avoir 2 de risk reward, peut-être 2,5, c'est pas top. Alors que si t'attends qu'on casse cette zone ici, peut-être que t'as un truc comme ça, et que tu vises toujours cette zone ici, tu auras probablement une entrée autour d'ici, un stop autour d'ici, et tu multiplieras par 2 ou 3 le risk reward que tu avais initialement. Donc pour moi, c'est le plus sain à jouer. Donc je suis là pour jouer des achats actuellement, mais probablement soit sur des retracements, soit sur des cassures de résistance, et de l'acceptation au-dessus de ces résistances-là. Pour autant, voilà, gardez en tête qu'on est quand même sous un gros niveau weekly sur la capitalisation totale. Sur BTC, c'est pas le cas. Pour moi, la résistance, elle était toujours au niveau des 29 000 $. Pour moi, on l'a franchi. On a une petite résistance ici et surtout une grosse résistance ici. Donc affaire à suivre tout simplement sur BTC, Ethereum et la capitalisation totale des cryptos. Et j'espère que c'est clair pour vous. On peut prendre 2-3 cryptos qui ont été mentionnés sur Twitter, comme je l'ai expliqué juste avant. Ouais. Si vous avez mentionné sur Twitter sous le tweet d'annonce du live, je pourrais analyser certaines de vos cryptos. Je vous remets ça dans le chat pour ceux qui ont oublié de mettre les alts qu'ils veulent voir analyser sur le live. Je me fais un petit atelier thé noir, moi. En attendant. C'est dur aujourd'hui, les gars. C'est dur. Heureusement qu'on a CryptoPixou pour nous carry sur la thé, parce que il y a des week-ends comme ça. Un peu plus fatigué. Je vois, on parle de Monero. Moi, j'en peux plus qu'on parle de Monero. Peut-être qu'il y a un truc intéressant, mais ça me met à... Bah, il fait sa petite vie. Il s'en bat les couilles de tout, Monero, en fait. Pour moi, il est toujours dans son range. Mais en vrai, si on commence à casser ce range et qu'on l'utilise comme support, pourquoi pas parce que voilà, le range, pour moi, il est vraiment clean. Et donc, si on le casse, voilà, ça me fait un peu penser à BNB d'une certaine manière. Bah, écoutez, pour moi, on a chassé pas mal de high ici. Donc, à voir si on arrive à... Si c'était juste une chasse au stop et qu'on est de retour au haut du range et que les gens ont juste joué le haut du range, ou si on va réussir à casser cette résistance et réutiliser ce niveau ici comme support. Personnellement, pour moi, une résistance est une résistance jusqu'à preuve du contraire. Un haut de range est un haut de range jusqu'à preuve du contraire. Donc pour moi, on est sous une résistance, pas vraiment le moment d'acheter. Par contre, si on commence à casser ce niveau des 167, 170, je pense qu'il y a moyen de pousser beaucoup plus haut. Où est-ce qu'on en est niveau retracement? Moi, je pense que si on commence à péter les 167, 170, il y a moyen d'aller chercher au minimum cette zone ici, qui a l'air d'être une bonne zone weekly. Ici, vous voyez qu'on a une belle zone. Donc, je pense premier TP autour de 210 et deuxième autour des 260 voire 280. Si jamais on cassait cette zone, en tout cas c'est ce que je viserais, avec une invalidation dans le cas où on commence à réintégrer dans le range, tout simplement. On parle d'AAV. AAV, quoi qu'on en dise, même s'il a fait une grosse poussée et tout, on n'y est toujours pas, hein, parce qu'en weekly, on fait toujours des sommets de plus en plus bas, comme tu le vois, et des creux de plus en plus bas, vous le voyez, tac, tac. Là, on se maintient sur le même niveau, mais ça ressemble plutôt à un triangle descendant qu'un bottom absolu pour l'instant, donc surtout qu'on avait un gros niveau de résistance ici. Je pense que le niveau weekly, il est ultra clair ici, vous le voyez. Donc là, on est sous résistance, dans une tendance baissière weekly. Est-ce que pour moi, c'est le moment d'acheter? Pas forcément, pas nécessairement. Si jamais on avait un truc qui retraçait et qu'on commençait à faire ça, là, pour moi, on aurait un W weekly et là, je pourrais changer d'avis. Mais pour l'instant, pour moi, c'est toujours trop tôt. Et quoi qu'on en dise, même s'il a bien performé dernièrement, notamment sur les 7 derniers jours, si tu regardes sur les 90 derniers jours ou même la dernière année, tu sous-perfs toujours BTC. Donc, je préfère avoir mes sous sur BTC que sur AAV actuellement. Mais l'objectif, c'est de changer de fusil d'épaule lorsqu'on aura plus de confirmation sur AAV. Si tu regardes sur AAV, contre BTC,
globalement, ce que ça veut dire, c'est que depuis, allez, quasiment début 2021, si t'avais du AAV, tu gagnais moins d'argent que si t'avais du BTC. Et genre, il y a eu très peu de moments où il y a eu des rebonds et tu surperformais BTC. Donc, pas vraiment de grand intérêt d'avoir du AAV vs du BTC actuellement. Après, si on commence, je sais pas, à récupérer ce niveau de support ici autour des 25,80 et qu'on l'utilise comme, voilà, peut-être qu'on pourrait avoir ça comme une sorte de déviation sous support. Et si la paire USD, si la paire USD suit, là, ça peut être assez intéressant. Mais on n'y est pas du tout. Picsou, en point de vue général, crois-tu en ce projet AVAX? Enfin, je suis pas un mec du Fonda, mais je vois pas AAV, enfin, je vois pas AVAX performer pendant ce bear market par rapport au reste. Il y a plein de trucs qui performent mieux que lui. Il a entièrement retracé le bull market. Est-ce que je pense qu'on ira chercher ces prix-là, aller combler genre ces zones de prix qu'on a peu tradées? Très probable. Enfin, je pense oui, très largement. Je pense que la probabilité qu'on aille ici tôt ou tard, pour moi, elle est au-dessus de 70 voire 80%. Est-ce que pour autant BTC ne l'aura pas superformé pendant cette période? Ouais. À voir. Donc non, quand t'as un BTC qui est globalement en train de faire des higher high et que t'as ton AVAX qui est toujours en train de se trimballer sur son support, en train de faire limite son all-time low, enfin pas all-time low, mais vous avez capté, il est sur son plus bas annuel quasiment, ça me fait pas bander quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les alts, elles sont là, bon, pour en tant qu'investisseur, et vous permettre de financer des innovations et de spéculer sur le fait que ça se passe bien, etc. Mais elles sont surtout là, je pense, pour nous en tant que spéculateurs, pour surperformer BTC. Sinon, quel est l'intérêt? Donc, je vois pas l'intérêt de spéculer sur AVAX s'il se fait largement surperformer sur BTC pendant longtemps. Si on a vraiment quelque chose qui latéralise plus, qui trouve du support et qu'on arrive à casser une grosse résistance mensuelle ou weekly, là, je veux bien, tu vois. Mais je préfère bien timer mon entrée, à part si c'est pour l'investissement, mais je préfère bien timer mon entrée et être patient quand on retrouvera un AVAX qui aura de la force et qui va retracer toute la baisse assez rapidement et donc mettre mes fonds au bon moment, au bon endroit plutôt que d'essayer d'en acheter pour viser mon x3 maintenant et peut-être voir plein d'alts le surperformer, voir un BTC faire son run sans lui, quoi. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il fera un nouvel ATH? C'est possible. Après, voilà, moi, j'ai pas... Spéculativement, j'ai plus de conviction dans Solana que... Enfin, je préfère la structure de prix de Solana que Avalanche, actuellement. Ah ouais, ok. Ouais, actuellement, je dis bien. Hein. Mais tu vois, Sol, t'as un bottom actuellement qui est clair, on l'a retesté parfaitement, on est en train de jouer un higher low, et si on pousse, genre, et qu'on casse ce niveau, on n'a pas grand-chose avant les 46, voire... Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Après, on compare des actifs qui sont faibles, hein, dans tous les cas. Donc, il y a un super message là. Alors, je me permets de répondre en premier. Vous pensez qu'au final, il restera que BTC, ETH et 2-3 tokens? C'est quelque chose qu'on entend à chaque fois. Moi, tout ce que je constate, c'est que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours des cycles avec effectivement BTC, ETH, mais qu'à chaque fois, tu as des trucs qui arrivent à s'imposer comme nécessaire, comme ça a été le cas de Chainlink sur le bull run précédent ou le BNB d'une certaine façon, etc. Et que peut-être que demain, on va avoir vraiment des layer 2 parfaitement décentralisés avec des séquenceurs décentralisés et que par exemple, peut-être que le Matic sera là aussi, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'on va inventer une nouvelle technologie qui va vraiment servir à quelque chose et qui sera très différente de ce que fait BTC et ETH. C'est des cycles, quoi. C'est comme si je te disais, dans les actions en bourse, il n'y a que Apple et Nvidia et AMD à la limite et que les autres, on les regarde plus. Bah non, tu vois. Après, t'es sûr que Amazon, Apple, etc., ils seront là dans 10-20 ans et qu'ils auront probablement bien performé, alors que le reste, t'as moins cette conviction-là. Ouais, après, en fait, tout est une question de... En fait, pour moi, faut doser entre genre le risk-reward que tu peux avoir et la probabilité qu'on atteigne ou qu'on atteigne tes objectifs. Genre, si toi, t'es en mode... Enfin, tu préfères avoir 90% de chance de gagner 50% ou est-ce que tu préfères avoir 20% de chance de gagner 300%? Je pense que c'est un peu ça la dynamique. Donc, après avoir... Voilà, pour moi, c'est une question d'espérance de gain, quoi. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que je peux pas te dire que ton alt va nécessairement faire un ATH et que tu vas... Tu vois, on parlait de concentration des bêtes et que c'est ça qui paye, mais oui, mais il faut être sur les bons bêtes pour que ça paye. Donc se concentrer sur
2-3 alts sans avoir par exemple du BTC et de l'Ethereum, il faut avoir conscience que c'est un portfolio qui est très risqué, qui est très dégène et qui peut te faire souffrir psychologiquement. Parce que le fait d'avoir de l'Ether et du BTC, déjà ça te permet de réduire cette probabilité que tu performes et surtout ça te permet aussi de lutter dans les phases où tu as un BTC qui performe très bien, un Ethereum qui performe très bien et où tes alts perfent mal. Parce que ça, mentalement, ça peut te mettre au fond du trou quand tu vois le marché partir, mais que tes actifs à toi ne partent pas en fait. Ça, c'est la pire souffrance que tu puisses avoir, c'est que une croyance dans cette industrie, dans cet écosystème, dans le fait que ces cryptos vont s'apprécier, mais que tu paries sur genre le mauvais cheval ou en tout cas que ton cheval est en retard à un instant T. Donc, Il y a Paul de Cave qui est en backstage. On va terminer sur la Terre rapidement et on va enchaîner directement. Je sais qu'il nous écoute, nous on l'entend pas. Voilà, si jamais. Je peux dire plein de bêtises, Paul, ils nous entendront pas. Voilà, juste à l'F0, moi je suis plus dedans. Attends, c'est où qu'il y a de l'historique à l'F0, j'ai quitté le navire. Quelque chose comme ça, et je suis rentré quelque chose comme ici. Moi, j'étais vraiment dans une dynamique où on allait tenir ces lots long terme et justement on validait une grosse structure qui allait tenir et qui allait pouvoir enchaîner. Bon, après BTC et la SEC ont fait leur taf, hein. mais voilà, et moi personnellement je suis sorti à ce moment-là. Et pourquoi je suis sorti à ce moment-là? Et en vrai pour moi c'était une bonne décision. En fait je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'ai vu le marché qui puait, je suis sorti ici. Le marché n'est toujours pas repassé au-dessus de ce niveau-là en termes de capitalisation. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de voir tout ça, de voir BTC faire un higher high, et sur la capitalisation totale, on n'a toujours pas dépassé. De même, les alts, moi, je suis sorti majoritairement ici. Donc après, j'ai repris d'exposition tout dernièrement, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que je sois sorti et que BTC fait un higher high, toutes les alts ont dégueulé. Donc parfois, il faut savoir juste s'écouter et aussi accepter qu'on n'a pas autant d'exposition ou qu'on peut se permettre de pas avoir de l'exposition au marché. Après, moi personnellement, ma préparation mentale, elle est simple, c'est tous les mois, dès que je génère du revenu, des profits en trading ou quoi que ce soit, je réinjecte en BTC Ethereum et le but c'est de me faire le plus gros back d'invest et que ça snowball et que justement en bull market, en bear market ou en période de range, j'arrive à performer sur la partie trading et de financer mon invest. En gros, ça c'est mon objectif. Genre, je sais que quoi qu'il se passe, a priori, mon back d'investissement sur Ether, BTC, etc., ça devrait bien performer. En tout cas, je pense que c'est des bons actifs sur lesquels spéculer, sur lesquels investir pour les 5 à 10 prochaines années. Donc moi, j'ai cette conviction-là et j'essaye de financer toute cette partie-là avec mon trading et mes revenus. Et donc, dès que j'ai de l'argent dispo, boum, je mets dans ce Folio Invest et voilà quoi. Et puis après, dans ce Folio Invest, je peux réserver une petite partie de capital sur les alts, etc. Actuellement, elle est... mais je pense qu'elle sera plus grande lorsque justement on arrivera dans cette phase de capitulation, dans cette phase d'excès baissier que je cherche, ou au moment où on arrivera dans cette box-là où les alts auront probablement une chance de rebondir contre BTC. Je sais pas à quel moment ça se fera, mais voilà. En tout cas, c'est dingue. Ça fait 6 ans qu'on est là, nous, Léo. C'est la même chose, hein. C'est bear market, les alts, ça va à zéro. Reprise de force, c'est d'abord BTC, après c'est Ether, après c'est des big caps, après c'est des mid caps, et après c'est des shitcoins. Et là, on commence à attendre, se dire, bon, on espère voir un peu de jus sur Ether pour qu'après, ça vienne se déverser dans les alts. Parce qu'en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Faut se dire la même chose sur les NFT, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, les NFT n'arriveront que à performer lorsque les alts performeront, tout simplement parce que le moment où les NFT et les alts performeront seront le moment où on aura la certitude qu'on est en bull market. Et donc, les gros seront capables de prendre davantage de risques sur des actifs qui sont donc plus risqués. Et donc, ce sera probablement la période un peu dégène et d'expansion assez violente. En fait, pour que vous compreniez bien un petit peu comment ça se passe dans la tête des gens, de tout le monde, c'est que, bon, il y a Ether qui perf, les gens sont contents, ça commence à touter, Ether ça perf et tout. Après, on voit des big caps performer, les gens commencent à balancer sur les réseaux sociaux leurs screenshots. Ah, ça fait plaisir, il y a du vert et tout. Donc les gens commencent à s'y réintéresser. Si on a de la force pendant plusieurs semaines sur les alts, les gens se disent ah, c'est reparti et tout. Et par appât du gain, ils vont commencer à s'exposer beaucoup plus. Et ça va y aller crescendo et on va augmenter notre risque dans les alts. Il y aura toujours un petit dernier qui va risquer jusqu'au moment où le marché va s'exploser la gueule violent. Et ça le fait à chaque fois. Et en fait, malheureusement, c'est ceux qui rentrent en dernier qui vont se faire absolument cabosser. Mais bon. Juste, je voulais, avant qu'on passe à la partie Kive,
et avec Paul, je voulais juste vous noter que j'ai fait pas mal de tweet analyse dernièrement sur Twitter. Donc si jamais vous voulez retrouver un petit peu les pensées que j'ai pu exprimer dans cette vidéo-là par écrit, figé avec un graphe, sachez que j'en ai fait des tweets récemment où justement je parle de la capitalisation des alts, je parle de la capitalisation totale des cryptos, parle aussi chose très intéressante, du supply des stablecoins vs la capitalisation des stablecoins, qui montre que historiquement, lorsqu'on est en bull market, on a beaucoup d'impressions de stable, etc. Alors, ça n'empêche que les prix peuvent partir avant qu'on ait une impression de stable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un BTC qui prend 20, 30, 40% sans qu'il y ait beaucoup d'émissions de stable, mais le fait qu'il y ait de l'émission de stable, etc., pour moi, ça montre qu'il y a de nouveaux entrants ou que les gens sont prêts à prendre beaucoup plus de risques, quoi. Donc pour moi, ce sera un point assez important à suivre par la suite. Donc ici, c'est le supply de l'USDC et de l'USDT additionné. Puis même chose ici, capitalisation des alt vs BTC, etc. Donc voilà, sachez que tout ça est sur Twitter. Capet, je te donne la main, peut-être pour qu'on écoute, invite Paul. On invite Paul, on va enlever les écrans. On va dire bonjour à Paul. T'es prêt, Paul? Fais-moi un hochement de tête si t'es prêt. Allez, c'est bon. Et bah écoute, c'est parti. Est-ce qu'on t'entend bien déjà? Oui, on t'entend bien. Et bah écoute, enchanté. Donc Paul, qu'on connaît déjà, hein, il faut savoir que là, on est sur un conquérant des conférences crypto-monnaies. Hein. Si vous allez dans une conférence et qu'il n'y a pas Paul, c'est que vous êtes vraiment dans une conférence de niche. Hein. J'essaie d'être un peu partout, mais on n'a pas le choix en même temps. C'est un truc de malade. Hein. Solana Breakpoint 1, 2, THCC, PBWS, on te voit à chaque fois. Hein. Et même dans les side events, on te voit aussi. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je te laisse déjà te présenter toi individuellement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, donc moi, ça va faire professionnellement 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis dans la crypto. Donc j'ai commencé dans une autre entreprise, une entreprise française. Sur le côté, je suis encore Binance Angel pour l'équipe France. Et après, un peu plus personnellement, ça va faire 6 ans un peu que je m'intéresse à la crypto, un peu avant. Pour les fans de Dofus, quand j'étais encore au collège, j'avais demandé un abonnement Dofus ou un Bitcoin à ma mère. J'avais eu l'abonnement Dofus. J'ai monté mon panda niveau 200. Je pense que le Bitcoin aurait été un peu plus intéressant sur le long terme, mais bon. On va pas réécrire le passé, mais du coup voilà, je suis Head of Ecosystem à Kive, ça va faire 2 ans que je travaille à Kive bientôt, et j'ai commencé en tant que Community Manager, quand j'ai été le second ou troisième employé, on arrivait avec le Head of Design en même temps chez Kive, et donc j'ai vu un peu tout ça grandir sur le long terme, et voilà, je suis basé à Berlin maintenant, c'est un bon endroit pour la crypto, il y a beaucoup de builders à Berlin, notamment sur Cosmos. Okay. Il y a Arweave, il y a Parity Foundation, il y a Celestia, il y a Evmos, donc il y a plein. Mais je savais pas tout ça. Parity, c'est la boîte qui était initialement sur Ether et maintenant qui est sur l'écosystème Polkadot, c'est ça? Qui fait Polkadot, ouais. Et du coup, il y a tous ces gens-là à Berlin, donc c'est pas mal intéressant. C'est vachement branché sur la tech. Il y a le club 41 ou 51, je ne veux pas dire de bêtises, qui est un groupement de hackers, c'est le premier hacker space en gros qui a été créé au monde, un des premiers, qui est plus sur la tech en général, mais pas que la crypto. Donc ça permet aussi de se connecter avec tous ces gens-là. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc toi, tu es Head of Ecosystem, est-ce que tu te considères comme quelqu'un avec un profil technique aussi, ou c'est plutôt sur un profil, on va dire, marketing, commercial? Alors je dois avoir du technique. Alors Kive, on travaille avec toutes les Layer 1. On est build sur Cosmos, je vais venir après, mais voilà, on travaille avec toutes les Layer 1. Donc il y a un profil technique pour comprendre un peu toutes les techs qu'il y a derrière chaque écosystème, comment ça fonctionne, quelles sont les problématiques en gros que chaque écosystème peut rencontrer, malgré que la problématique qu'on va résoudre va être redondante à chaque écosystème. Mais non, c'est pas un profil. Enfin, il y a du technique, il faut savoir comment ça fonctionne, faut comprendre le produit. Et après, il y a un aspect aussi commercial, démarcher, aller voir les fondations, aller voir les développeurs et leur parler, et essayer de leur montrer l'utilité du produit. C'est chose faite, je pense, sur le long terme maintenant, mais oui, on est toujours en train de se développer, quoi. Enfin, c'est un monde en constante évolution, donc faut continuer d'évoluer avec ce monde-là. Et justement, donc là, on parle de Kive. Kive, très rapidement, c'est quoi? Tu nous dis que tu bosses avec différents Layer 1. Ça sert à quoi, Kive? Kive, c'est un data lake décentralisé. Donc, en gros, on va prendre toutes les datas qui vont être déterministiques, donc des datas qui vont être correctes ou incorrectes. Donc, ça va être du vrai ou du faux. Il y a pas c'est du binaire. C'est très simple. Donc, ça peut être des datas on-chain. Donc, on dit on-chain, ça va être des datas de blockchain, ou des datas off-chain, donc des datas Web 2 qui viennent des datas météorologiques, des datas de crédit carbone, peu importe, qui ont besoin d'être validées d'une manière décentralisée avant d'être storées sur une solution de storage décentralisée. Donc Kive n'est pas une solution de storage décentralisée, mais est un pipeline en quelque sorte entre une source de data et
une solution de storage décentralisée type Arweave, IPFS, Filecoin, Greenfield qui vient sur BNB, etc., etc. Alors déjà, question pour le chat. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que il faut s'accrocher avec Cave la première fois qu'on t'explique. Moi, je lui ai demandé plein de fois de me l'expliquer, Paul. Et c'est vrai que ça s'adresse finalement vraiment à des développeurs. Ça s'adresse à des profils qui vont faire, en fait, on est une entreprise B2B, très clairement. On va avoir plusieurs use cases avec les data. Donc, on va se concentrer, je pense, sur une partie des data. On va parler des data on-chain parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus votre audience. Mais en gros, nous, on va prendre toutes les data depuis le genesis d'une blockchain. Donc, le genesis, c'est-à-dire le premier bloc d'une blockchain, au dernier état de la blockchain. On va prendre toutes ces datas et en fait, on va procéder par bundle. Donc, une bundle, ça va être une pièce de data, donc un bloc numéro 1 à 500. C'est un exemple, hein, c'est juste pour donner un exemple. Et en fait, on va avoir des nœuds qui vont prendre ces datas et qui vont les valider de manière décentralisée et les storer sur une solution de storage décentralisée. Ensuite, ces datas elles peuvent être utilisées par des builders Web3 qui vont vouloir build un produit ou des data analystes qui vont vouloir faire de l'analyse de data justement pour faire du trading, pour suivre des trends, etc. Mais ce qui est super important, en fait, c'est d'être sûr que les datas que tu récupères pour faire tes analyses sont bonnes. Exactement. Parce que si tu prends des datas qui sont incorrectes, ensuite tu peux utiliser, maintenant si tu veux join un network, désolé pour les anglicismes, hein, c'est juste que j'ai l'habitude d'expliquer en anglais. Si tu veux rejoindre un network, par exemple n'importe quel network proof of stake, tu vas devoir soit state sync ton node, c'est-à-dire que tu vas demander en fait à un autre validateur de donner l'état de son nœud pour pouvoir synchroniser ton nœud avec la blockchain ou prendre le nœud depuis Genesis. Donc, toi, tu vas devoir télécharger l'entièreté de la blockchain et ça va te mettre beaucoup de temps. Écoutez, toi, tu vas passer par une solution qui va être en quelque sorte centralisée, ce qu'on essaye d'éviter dans le milieu de la blockchain. Donc, avec Kyve, par exemple, une fois qu'une blockchain a été complètement archivée, tu peux synchroniser ton nœud de manière complètement décentralisée. Donc, en fait, sans avoir à tout télécharger. Voilà. Donc, en fait, ça met du temps parce que forcément, il faut qu'on récupère l'entièreté d'une blockchain. On va plus vite que certaines blockchains. Il y a des blockchains qui vont très très vite. Par exemple, Solana, ils produisent beaucoup de data. Donc, c'est très long de pouvoir récupérer. Mais là, si je prends l'exemple de la première pool qu'on a lancée sur Mainnet, et plus précis, on va dire, dans l'explication des pools. Mais la première pool qu'on a lancée sur Mainnet, ça va être Cosmos Hub. À peu près, on va mettre 2 mois à archiver l'entièreté de la blockchain. Depuis le Genesis jusqu'au c'est long. C'est long, oui, mais après il y a tout le processus de validation en fait qui rentre en compte. Mais une fois que c'est archivé, l'avantage c'est que si on archive, donc là c'est archivé sur Arweave via Bundler. Donc Bundler c'est une solution qui est build sur Arweave. Si on archive sur Arweave, en fait on paye storage upfront, donc on paye directement, on va dire, c'est pas $8 de Arweave pour un storage de 200 ans. Et en fait tu es sûr que les data tous les archival nodes, en fait, c'est un archival node décentralisé sur Arweave directement et qui est accessible gratuitement une fois que les data ont été uploadées pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu veux utiliser des data pour faire du data analyst, tu peux t'en servir gratuitement. Si tu veux construire un indexeur, tu peux t'en servir gratuitement. En fait, nous, on met les data historiques accessibles à tous gratuitement. Je pense que le terme data, ça inclut plein de choses et des fois c'est un peu abstrait. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aux gens qui nous regardent des cas d'utilisation concrets, des choses, des cas où par exemple des développeurs utilisent Kyve pour, je sais pas, build leur application et peut-être des cas qui sont assez fréquents ou qui sont assez excitants, intéressants. Alors, il y a plusieurs cas d'usage. Par exemple, je pense que l'indexeur, ça va pas être excitant pour les gens. Généralement, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, on va prendre un Explorer. Si tu veux créer un Explorer, par exemple, tu vas avoir besoin d'accéder en fait à ces datas historiques. Tu vas avoir plusieurs méthodes. Soit tu vas passer par une solution type de graph pour faire du query de data. Et en fait, ça va te coûter un bras. Ça va te coûter un bras déjà. Et en fait, le problème, c'est un des problèmes que tu vas avoir, c'est que tu vas prendre les datas que d'une source de data en fait. Il faudrait que tu fasses un double query pour être sûr que tes datas soient correctes et soient au moins avoir un double query dessus. Donc ça va te coûter 2 fois un bras, donc 2 bras. Soit tu vas maintenir ton infrastructure en local et du coup tu vas runner ton archival node, etc. Mais t'es pas incentivé en fait quand tu runs un archival node. Donc là c'est un peu la problématique de pourquoi Kyve, pourquoi on existe.
Mais du coup, tu n'es pas incentive et du coup, ça va te coûter de l'argent sans pour autant en fait en gagner si tu n'as pas de système monétaire, enfin un business derrière qui tourne correctement, un truc qui te rapporte de l'argent. Donc c'est très compliqué quand tu veux lancer un nouveau produit Web3 maintenant. C'est soit en fait ça te coûte un bras d'un côté, soit ça te coûte un bras et du temps de l'autre en fait. Donc c'est très compliqué pour les gens qui veulent, les développeurs qui veulent lancer des produits qui ont plein de bonnes idées mais qui doivent avoir du financement dès le départ, quoi. Alors, je montre plusieurs choses à l'écran. Quand vous tapez Kive dans le champ de recherche de Coin Academy, on a plusieurs articles sur le sujet. Un récent sur le mainnet, un autre qui faisait état un petit peu de ce que c'est. On a également fait faire une vidéo explicative avec Crypto Partage qui nous explique ce que c'est. Tout ça, je vous le laisse en description, bien entendu, pour ceux qui nous écouteront pour la rediffusion. Moi, j'avais noté quelques questions. C'est... du coup, avec quel protocole vous bossez? Tu m'as dit à peu près tous les Layer 1 en fait. Donc, ça va être du Avalanche, du Solana. Vous avez votre propre blockchain Cosmos. Pourquoi avoir choisi Cosmos pour Kive? Alors, en fait, de base, pour l'histoire de Kive, comment est né Kive, je pense que c'est intéressant. Kive, c'est un produit technique qui est né d'un bounty entre Parity Foundation et Arweave. Et c'était comment on peut importer les datas de Polkadot sur Arweave de manière décentralisée. Donc Kive, c'est né comme ça. Nos deux cofondateurs, Fabien et John, ont participé à ce bounty. Ils l'ont gagné. Et en fait, Parity Foundation et Sam de Arweave, donc Sam qui est le CEO de Arweave, ont trouvé l'idée géniale et les ont présentés à plein d'autres blockchains. Donc on a NIR, Mina, Solana, Celo, Aurora, etc. Donc tout cela, c'est nos partenaires et aussi investisseurs. Donc les Avalanche aussi. Les fondations ont investi sur Kive et aussi les fondateurs de genre Ilia qui est un de nos investisseurs, on a The Graph aussi qui est un de nos investisseurs. Tous ces gens-là qui ont investi sur Kive parce que c'est un problème qui est redondant pour toutes ces blockchains quand elles sont en proof of stake, et Arweave parce que du coup nous on store sur Arweave pour le moment, donc eux ils sont contents. Et donc pourquoi j'ai oublié la question, mais je reviens. La question c'est pour Cosmos. Pourquoi Cosmos? Pour Cosmos. Je reviens dessus après du coup. Pourquoi en fait on a switché sur Cosmos, c'est parce qu'on a eu des problèmes en fait de ce on a commencé sur SmartWeave, donc SmartWeave c'est smart contract sur Arweave. On est passé sur Moonbase Alpha. Moonbase Alpha, pour ceux qui connaissent pas, c'est le testnet de Moonbeam, donc qui est sur Polkadot, et en fait c'est EVM connected. Mais on prenait pour chaque data pool, en fait pour chaque source de data, on doit avoir une data pool. Et pour chacune de ces data pools, dans ces data pools, on a des validateurs qui run des nœuds. Et en fait, il y en a un qui propose d'upload des datas et les 49 autres qui votent dessus. Donc si tu as une pool, c'est très bien. Si tu en as 50, en termes de scalabilité et en termes de block space, ça devient un peu plus compliqué quand tu es sur une chaîne non native. Donc on a switché sur Cosmos pour ça en fait. Nous, c'était vraiment la scalabilité qui nous importait. Le but, c'est d'avoir des datas uploadées le moins cher possible. Et si tu te mets à payer des frais exorbitants en gaz quand c'est un bull run, ça vaut plus le coup en fait. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur Cosmos. On est très content. On a un très bon écosystème sur Cosmos. Il y a plein de projets qui se bullent dessus. On a d'autres qui viennent, type DYDX, et on a d'autres, je pense, qui vont arriver. On a Celestia aussi qui est en train de construire, Axelar, Polymère qui est un super projet aussi, qui veut connecter Ethereum, faire une connexion sur Ethereum via IBC en fait. IBC c'est un peu le nouveau standard qui plaît à tout le monde et niveau technologique qui est assez sûr. Donc voilà, on a plein de narratifs sur Cosmos qui est assez intéressant en plus. Et on parlait de d'autres solutions, etc. Qui sont vos concurrents directs ou même indirects d'une certaine manière, et qu'est-ce qui va changer principalement entre vous et eux? Notamment aussi, à un moment, tu parlais de coûts. Quelles sont les échelles de différence en termes de coûts entre vous et eux? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas de concurrents directs ou indirects. On a des solutions de data qui existent, qui sont par exemple des endpoint providers, donc tu vas payer pour accéder aux data. Mais en fait, on n'a pas cette vision de la data décentralisée, de faire des archival nodes décentralisées chez les autres personnes. En fait, ça va être des business, un peu des business à la Web 2.5. Blockchain as a service. Voilà, SRS, en fait, qui vont vendre cet accès aux data, mais qui vont pas être sur de la création de data enfin pas sur mettre les data décentralisées et mettre les data en bien public en fait. Nous, notre but, c'est vraiment de mettre les data en bien public et de pousser ce narratif au plus loin. C'est pour ça qu'en fait, même The Graph via leur fonds d'investissement ont investi sur Kive. Ok, et du coup, quel est votre business model? Parce que tu disais, vous avez eu des investissements divers et variés, mais à terme, comment le protocole va se nourrir
pour continuer d'exister. Donc nous, en fait, sur chaque transaction, il y a des fees qui sont pris, en fait. Donc on prend un pourcentage des fees de transaction, et c'est comme ça qu'en fait, sur le long terme, on est sustainable et on peut continuer de construire. Très bien. Et vous êtes confiant sur le fait que Kai, ça peut exister dans 5, 10 ans Alors, on a vraiment pas de souci là-dessus. En fait, on est vraiment pas inquiet parce que le fait que les datas historiques soient accessibles gratuitement, ça incentive les gens en fait à utiliser Kive pour construire. On a des discussions avec des entreprises Web 2 aussi qui sont très intéressées parce que toutes les datas qui ont été uploadées via Kive peuvent être importées. On a fait un partenariat avec Arbite, qui est une société Web 2 qui construit un ELT pipeline, donc c'est en gros quelque chose qui permet d'importer les datas dans une base de données locale. Et en fait, plus les personnes vont devoir accéder à ces datas, plus les gens vont s'en servir pour faire du data analytics, en solution de back, pour construire des produits, etc., un explorer, par exemple, etc. Ils vont avoir intérêt à ce que les data continuent d'être uploadées et d'être validées. Et notre but, à terme, c'est d'être complètement décentralisé. Enfin, le but, je pense, de toute entreprise Web3 devrait être de complètement être décentralisé. Si moi, dans 10 ans, il n'y a plus besoin de moi chez Kive, ça veut dire que j'ai fait un travail exceptionnel et ça veut dire que tout le monde utilise Kive, j'ai même plus besoin de parler de Kive, quoi. Ça serait génial. Et il y a qui comme grosse DApp ou comme gros projet et tout qui utilise Kive Est-ce que vous avez des exemples de trucs qui sont online, qui utilisent Kive en prod, etc. Alors, on a un announcement qui arrive là prochainement. Ah, donc ok. je peux pas le sortir, sinon je vais me faire tuer. Pas de souci. Mais dans les semaines prochaines, voilà. Ok. Donc voilà. Après, on a fait ce qu'on a fait sur notre DevNet, parce qu'on est passé en mainnet là il y a 2 mois. On a lancé la première pool il y a 2 semaines. Sur notre DevNet, on a fait des annonces avec tous nos partenaires et investisseurs, donc Polkadot, Solana, NIR, Cosmos Hub, Injective, Axelar, etc., etc. Donc on a déjà tous ces use cases qui vont arriver, mais après on a les moyens humains qui nous limitent sur le nombre de lancements de pools. Le but, c'est de lancer un produit qui fonctionne et d'être sûr que quand on lance une pool, la pool va fonctionner. Sinon, ça sert à rien. Donc, on a tout un process de d'abord passer par le testnet, ensuite de faire une période de test d'un mois, de voir que la pool agit correctement, qu'il n'y a pas de slashing qui se passe de manière incontrôlée, qu'il n'y ait pas de problème avec les data sources des validateurs qui sont sur la pool, etc. Et ensuite, on lance la pool sur mainnet. Donc, il y a ce lancement qui met un peu de temps. Mais après, on est fully permissionless. Donc, via la gouvernance, ça va être possible. Enfin, c'est déjà possible de créer des pools pour tout le monde quand le token sera accessible au plus grand nombre. Du coup, ouais, il y a un jeton. À quoi il va servir? À quoi il sert déjà? Enfin, comment? Alors, quels sont les plans? Peut-être avant qu'Apet que a tu nous déjà des répondes. réponses. Avant que tu nous répondes, le timing est incroyable parce que j'allais en placer une juste avant la question. Depuis qu'il y a la loi influenceur, on doit se méfier quand on parle de jetons dans le cadre d'une collaboration sponsorisée. Nous, on a fait des articles sponsorisés avec Kive, on a fait des contenus ensemble. On pourrait nous dire, vous avez été payé pour promouvoir le jeton. Là, on est dans un cas un peu particulier parce qu'on est quand même sur un protocole qui cherche à se décentraliser, donc il se pourrait même que cette loi influenceur, ça tape pas dedans. Donc, précision importante. Là, il va nous répondre sur la tokenomics, le jeton, mais on n'est pas sur un conseil d'investissement, on est sur du pur pédagogique, j'y tiens absolument. Voilà. Si l'autorité des marchés financiers nous écoute, sachez que c'est du pur pédagogique. Voilà. Et vous ne pouvez pas acheter le jeton Kive pour le moment, de toute façon. Nous ne sommes Voilà, pas listés. Donc, voilà. ça résume un peu le problème. Donc, Kive, comment ça fonctionne? Donc, on a le chain layer, le consensus layer qui est basé sur Cosmos. Donc, il faut mettre des tokens en collatéral pour runner un validateur. Si tu agis incorrectement, t'es slashé, etc., etc. Cette utilité du jeton sur toutes les chaînes Cosmos, sur toutes les layer 1 basiquement. Et ensuite, on a la partie protocolaire. Alors, la partie protocolaire, je pense que c'est la partie un peu plus intéressante sur pourquoi le jeton et comment ça fonctionne. Pour chaque data stream, donc pour chaque source de data, tu vas avoir une data pool. Donc tu peux penser à une data pool en fait comme une pool de liquidité sur un DEX, donc Osmosis, donc tu as Osmo Atom, Axelar Atom, etc. Donc pour chaque en fait paire d'assets, tu vas avoir une liquidity pool. Pour chaque source de data, tu vas avoir une data pool. Dans ces data pools, en fait, tu vas avoir des validateurs. Donc, on va dire qu'il y en a 50 sur une data pool. C'est un chiffre qui est modifiable via la gouvernance, encore une fois. Ces validateurs, pour être sûr qu'ils uploadent des data correctes, en fait, ça va fonctionner comme un network proof of stake. Ils vont mettre en collatéral des jetons pour lancer leur validateur. En fonction du nombre de jetons, exemple, le 50e, on a 100. Si tu en mets 101, tu prends sa place. 100.01, tu prends sa place dans le validateur 7. Donc, le but, c'est qu'il reste dans le validateur 7.
ces validateurs vont tourner sur le côté une sorte d'archival node. Ils gardent pas toutes les datas, sinon ça serait beaucoup trop cher, mais ils vont garder les datas à une demi-journée extra des datas qui sont sur la pool jusqu'à 2 jours. Et en fait, ça va être c'est un programme qui tourne derrière qui s'assure que ça garde les bonnes datas. Et en fait, ces validateurs donc, vont recevoir du stake des autres gens et vont upload des datas. Et leur but, en fait, eux, à faire tourner un validateur, c'est que les datas qu'ils uploadent, ils soient récompensés pour ça. Donc, en fait, sur Kive, il y a la partie validateur, donc qui va uploader les datas et ce qui intéresse plus les gens qui veulent, je sais pas, runner un node. Et la partie funder. La partie funder, ça va être les gens qui vont avoir besoin d'accéder à ces datas. La partie funder, en fait, ça va être des gens qui vont prendre des tokens, les mettre dans la partie funding, et en fait, en fonction des paramètres de la pool, donc size de data, et après, il va avoir des coûts fixes. En fait, pour chaque bundle qui est uploadé, il y a du funding qui va partir directement au validateur. Et en fait, le jeton a incentive. Il sert en fait au funder à payer les gens qui font tourner des validateurs pour continuer d'uploader des datas. Après, il y a tous les use cases que beaucoup de projets ont, la gouvernance par exemple, mais je pense que un jeton de gouvernance c'est très bien, mais c'est tous les jetons. On focus l'utility ici, quoi. Voilà, nous, en fait, l'utilité de notre jeton, ça va être vraiment pour les validateurs donc qui veulent runner un node et pour les gens qui veulent que les datas continuent d'être uploadées. S'il n'y a plus de funding dans la version actuelle de Kive, la pool arrête de tourner et les datas arrêtent d'être uploadées parce qu'en fait, les validateurs n'ont pas d'incentive pour uploader les datas. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour eux de faire tourner la pool. C'est très clair. Okay. Bah écoute, moi j'ai enfin compris encore beaucoup plus de choses maintenant que tu as pris le temps d'expliquer. Je pense qu'on va terminer sur une dernière question, c'est quelles sont les étapes importantes pour vous à partir de maintenant? Tu nous as dit il y a le mainnet, le jeton il n'est pas encore listé. Du coup, c'est quoi les next steps? Quels sont les timings aussi? Alors, les timings. On continue en fait de bosser vraiment sur la partie économique protocolaire pour que ça soit le plus intéressant possible pour les gens d'utiliser Kive. Que le réel intérêt pour nous en fait, c'est que pour les validateurs ça soit intéressant, mais pour les gens qui accèdent aux data aussi, parce que si tu te mets à payer, je sais pas, 50 000 € pour accéder à des data, alors que si tu fais tourner ton archival node, t'en as pour 7 000 €, tu vas faire tourner ton archival node, ce qui est logique. Donc voilà, il y a la partie économique qu'on finit de peaufiner et en fait qui est très, c'est un sujet un peu touchy parce qu'en fait en fonction du nombre de blocs, etc., du coût d'infrastructure de chaque layer 1, c'est des coûts qui changent en fait. Donc c'est des calculs qu'on doit refaire pour chaque layer 1 pour avoir en fait une économie propre pour chaque pool en quelque sorte. Donc c'est des calculs à prendre en compte. Si je vais uploader des data Solana, c'est 3 pétabytes de data par an. Enfin ça produit des blocs super vite. Injective produit des blocs super vite. Si je prends une autre blockchain, ça va être un peu plus long. Il va avoir un peu moins de data. Donc, en fait, c'est tous ces paramètres à prendre en compte, donc sur lesquels on bosse pour chaque nouvelle intégration. Donc, on va continuer de le faire et on va continuer de le faire sur le long terme parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et on va mettre tous ces outils, bien sûr, disponibles aussi au plus grand nombre dans un futur proche. Comme ça, si les gens veulent construire leurs propres intégrations, le mieux, c'est qu'ils aient accès à tous les coûts. Pour les validateurs qui savent dans quoi ils s'engagent, etc. aussi, en termes de ce que cela leur coûte de se mettre sur une pool ou sur une autre. Donc, il va avoir tout ça. Après, il va forcément rendre le jeton accessible aux utilisateurs, aux funders en fait, aux gens qui ont besoin d'accéder aux data. Nous on a décidé le jeton n'est pas sorti en fait, est pas sorti avant que le mainnet soit lancé, ou que on aurait pu lancer la chain sans lancer le protocole et lancer un jeton. C'est clairement pas notre but. Nous on est un produit avec une utilité, c'est un utility token, c'est un jeton pour une utilité. Et le but c'était pas de lever des sous avec un jeton quelconque, quoi que ce soit. Le but c'est que le jeton serve ait son utilité au niveau protocolaire. Donc il va avoir ça et je pense qu'il va arriver prochainement. Mais on est focus sur la tech plus que sur les listings. On se fait un peu allumer par la commu sur ça, mais on est vraiment là sur la tech nous. Et après voilà, il va y avoir encore plus de décentralisation. On a notre forum qui tourne, on a des discussions qui sont en cours sur plusieurs sujets qui sont intéressants. Donc si les gens veulent participer, c'est ouvert. Voir comment un produit se lance aussi. On essaie de faire le maximum tout décentralisé. Donc il y a des sujets qui sont pas mal intéressants. Tout
ce qui est upgrade, etc., c'est accessible aussi. Et puis après, il va avoir l'éducation. On se focus énormément sur l'éducation aussi. On a la Cave Academy, qui focus. On a un peu des articles un peu sur la blockchain en général parce qu'on a voulu faire un truc un peu cool pour essayer de. Voilà, pour les gens qui commencent, etc. Mais c'est pas trop un profil beginner qu'on a sur Cave, c'est plus des gens qui commencent à connaître, mais bon, on a toujours des gens qui, vous savez, qui join et puis tombent sur le projet, hop, et puis ils se disent. Cave Academy, du coup, ok. Donc du coup, on essaye quand même. Puis on a des profils Web 2, comme je disais, donc c'est intéressant pour nous de leur expliquer aussi ce que c'est la blockchain, comment ça fonctionne, etc. Toutes ces choses-là. Et ensuite, on a des cours un peu plus spécialisés sur Cave, comment accéder aux data, comment construire un dashboard avec les data qui ont été uploadés via Cave. Voilà, je crois que ça met 4 heures à peu près à suivre ce cours. Mais si vous voulez créer votre premier dashboard de manière complètement décentralisée, voilà, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que c'est Cave, etc., etc. Et donc on va focus encore plus sur la partie éducation, la partie builder, développeur, etc., etc. On a lancé des mini-cours avec Learn Web3. Ils ont onboardé, je crois, un peu plus de 80 000 développeurs. Donc, ils font des cours sur tout ce qui est parti. Il y a quelqu'un qui dit, personnellement, j'ai pas compris à qui profite cette accumulation de data et pourquoi. En fait, l'idée, moi, de ce que je comprends, c'est que vous puissiez entre guillemets, mettre à disposition des données qui sont correctes et sur lesquelles il n'y a pas vraiment de doute, et que n'importe qui puisse build par-dessus son application, son projet, etc., en utilisant les données qui sont justement mises à disposition par le réseau, en fait. Et que derrière, les personnes qui mettent aussi à disposition de la donnée soient récompensées pour le faire. Ouais, dans l'idée, c'est ça, en fait. Je fais très global, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas très techniques aussi. Donc, la problématique pour l'audience, pour expliquer, en fait, la problématique de base, quel est le problème auquel on fait face dans le Web3, c'est que les validateurs sur des réseaux Proof of Stake sont vraiment incentivés pour produire des blocs et pas pour garder les data historiques des blockchains. Et en fait, ça lead à de la centralisation. Parce que si tu reçois pas d'argent pour faire quelque chose, pourquoi je le ferais? Pourquoi j'investirais du temps? Pourquoi j'investirais des ressources humaines? Pourquoi j'investirais de l'équipement, etc. pour garder ces data? C'est un problème, en fait, qui va grossir, en fait, parce que la data dans la blockchain, la data dans le monde en général, la data, c'est tout. La data, toutes les blockchains, c'est que de la data, en fait. S'il n'y a pas de manière décentralisée de garder ces data historiques, en fait, on va vers de la centralisation. Donc, il y a des solutions de data availability pour être sûr que les data on puisse les avoir, mais ça veut pas dire que les Layer, Celestia, ouais. Voilà, mais ça veut pas dire que les data soient correctes. C'est pas de la data validity. Nous, on est sur de la data validity qui est. Donc la donnée, tu es sûr qu'elle est intègre et elle est bonne et que tu peux faire des choses proprement par-dessus, quoi. C'est intéressant. Exact. Et on a une question dans le chat et je pense qu'on va boucler là-dessus parce que je voulais te la poser aussi du coup. Vous faites le rôle d'oracle aussi, d'une certaine façon. En fait, alors le code est développé pour aussi servir d'oracle. La différence, donc comme un oracle, oui et non. On peut le faire, mais en fait, on va pas être sur de la stream data. Nous, on va pas être sur de la data live parce qu'il y a tout le processus de validation qui rentre en compte. Donc, on préfère être sur de la sécurisation de la data valide, servir de la data valide, que servir de la data rapidement et ensuite dire ah mince, la data était invalide, il y a eu un petit problème. Il y a eu plusieurs hacks sur, je crois que c'est Apricot Finance qui avait fait hack via leur, ils avaient eu un gros problème avec leur oracle. Donc des soucis d'oracle. Ouais. Ils leur donnent un mauvais pricing, etc. On avait le problème avec l'UST aussi. Ouais, Crash Luna. Ouais. Crash Luna, ça en a mis pas mal par terre quand Chainlink était pas forcément à jour surtout. Ou d'autres oracles d'ailleurs. Et en fait, le problème, c'est que les datas, comme elles sont pas validées, en fait, tu peux pas être sûr en fait, ils font une validation après. Et nous, on fait une validation avant. Donc, on n'est pas un compétiteur à tous ces oracles parce qu'on va beaucoup moins vite qu'eux. Mais oui, on peut construire un oracle avec Cave. C'est plus de la donnée historique en soi. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Après, il y aura une latence de 30 secondes. Mais est-ce qu'on est. En fait, c'est toujours la question est-ce qu'on est prêt à accepter, à vouloir de la rapidité sans la sécurité, avec moins de sécurité, on va dire, pas sans la sécurité, mais moins de sécurité, ou est-ce qu'on veut 100% de sécurité avec moins de rapidité? En fait, c'est toujours. En fait, je pense que le triangle, trilemma exactement, est un peu plus, j'essaie de le traduire en français, mais j'arrive pas à trouver, est vraiment applicable dans ce cas-là aussi, en fait, sur tout ce qui est data. C'est est-ce que tu veux de la rapidité ou est-ce que tu veux de la décentralisation et de la sécurisation, de la validation de tes data? Nous, on est plus sur de la décentralisation, de la validation de la data, de la sécurité que de la rapidité. Donc après, c'est un choix à faire. Je pense quand on construit un produit, mais quand on est sur des gros montants et qu'on joue, que des gens investissent de l'argent sur des produits ou font
font des choses avec, je pense que c'est important d'être sûr de ce qu'on construit. Après, c'est un point de vue personnel, hein, ça c'est. Bien sûr, c'est l'angle que vous prenez de toute façon. Ouais. Voilà, mais ça c'est mon point de vue. Mais ouais, voilà, du coup, voilà pour Kive, voilà pour ce qu'on fait. D'ailleurs, petit mot, ça me fait c'est mon premier Twitch pour Kive, et Justin Kun, le cofondateur de Twitch, est un de nos investisseurs aussi. Donc, Ok. du coup, Qui gère ça me actuellement fait- la marketplace. Fractal Fractal Wagmi. du coup, ça me fait rire. Ouais, j'avoue. C'est sympa. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour. On pourrait avoir d'autres questions, tu vois. Il y en a un qui demandait pourquoi pas un ZK Rollup. Je pense qu'au moment où vous avez build, il n'y avait pas les techs. C'est comme DYDX, ils ont été limités par la tech, je pense, alors que le Cosmos SDK il doit vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir bosser. Mais voilà. Bah, on est sur un format. Excuse-moi. Les solutions ZK type Mina peuvent nous utiliser aussi. Non, mais là, c'était plutôt pourquoi pas avoir construit. On peut leverage la technologie ZK, c'est des discussions qu'on a en interne sur d'autres points, innovation, on va dire. Mais Ouais. je peux pas trop. J'entends. On sait jamais. J'entends, il n'y a pas de souci. Bah, c'était top. Moi, c'est beaucoup plus clair en tout cas pour Kive. Comme dit, vous avez tous les liens en description si vous nous écoutez sur YouTube pour pouvoir vous renseigner davantage, vous poser, écouter. Il y a même une petite vidéo qu'on a sortie sur la chaîne. Toujours un plaisir en tout cas. On se revoit rapidement. Est-ce qu'on te voit à l'ETHCC? Quelle question? Je suis pas sûr parce que je vais à Osmosum à Berlin avant, comme je suis à Berlin. Ah, il y a ça? Oui, Osmosum à Berlin et Atom Berlin. Mais ETHCC, on exclut, on a 2 side events qui n'ont pas encore été annoncés, mais vous êtes avec bien sûr. Massa ou quoi Non, pas avec Peut-être Massa. Je pense avec Phantom probablement. Et ok. Commonwealth. Mais on n'a rien encore annoncé. Donc, tous les copains des side parties, quoi. Ouais, après, on va faire un autre bateau. un peu plus Atom. Mais bon, je vais peut-être essayer de venir pour 2-3 jours au moins. Et après, je sais qu'il y a la semaine Cosmos. D'ailleurs, il y a Nebular Summit aussi. Ouais, pour votre audience, les tickets sont pas trop chers, je crois, par rapport à tout ce que je vois en prix conférence. S'il y en a certains qui sont intéressés, il y a Osmocon, Nebular Summit, Modular Summit de Celestia, donc la semaine d'après THCC. Donc je sais qu'il y a des gens un peu qui aiment bien aller. C'est des conférences plus tech, c'est pas des enfin, c'est vraiment tech, quoi. C'est des gens qui sont dans le Cosmos. Mais c'est bien aussi si vous voulez tester une conférence. Je crois que Nebular, c'est pas si cher pour ceux qui seraient intéressés de faire leur première conférence crypto. Parce que le THCC, déjà, il faut avoir accès à un ticket. Hein. C'est difficile, ouais. Et c'est un peu cher. C'est du jamais vu, hein, le parcours du combattant que c'est. Ouais, non, c'est un peu compliqué. Bah même, je crois que nous on n'a pas de ticket, on va y aller en mode side event. Ouais, bah, après il y a pas mal de choses. Et pour les gens aussi qui veulent s'intéresser, je pense que c'est important d'en parler, parce que je sais qu'il y a des gens dans les audiences de francophones et un peu ailleurs dans le monde qui s'intéressent, qui veulent mettre un pied dans la crypto. Regardez les listes de side event des conférences. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent si vous ne pouvez pas y aller aux conférences elles-mêmes, mais il y a beaucoup de choses au side event. Surtout que le THCC c'est à Paris, donc pour ceux qui sont autour de Paris, si vous n'avez pas de ticket pour le THCC ou quoi, ça peut être peut-être une bonne idée d'aller au side event, surtout qu'en vrai, rentrer au side event, c'est pas trop compliqué, même quand t'as pas ta place, il y a toujours moyen de moyenner, donc voilà, c'est des bons endroits où networker et aussi où passer un bon moment, donc je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément la nous, chance on s'est connus comme ça, hein, on s'est vu dans le salon, mais on a vraiment pris le temps de se parler dans des side events, et voilà, vous avez des profils tech, des profils investisseurs, vous avez tout. Bah écoutez, moi je vous propose de passer à la partie actu. Paul, on va te laisser profiter de ton petit voyage en Croatie, c'est ça? Voilà, kiffe bien. Merci bien. On se dit à très vite, et puis nous on est reparti pour l'actu et les fondamentaux. Ciao, Paul. Merci pour ton temps, Paul. Ciao. Tchuss. Ciao. Bonne soirée. Bye. Hop, je reprends la main du coup. J'espère que ça vous a plu, un petit format comme ça, très technique, c'est vrai, mais j'ai bien kiffé, il a bien expliqué franchement. On est reparti sur l'actu en commençant par le Coin Hebdo, vous connaissez, mais avant ça, laissez-moi vous faire un rappel tout de même. Voilà, sur Coin Academy, on est quand même à une vidéo par jour. Ça mérite déjà un tonnerre d'applaudissements, un like, un commentaire et un abonnement à minima. Le gars force. J'ai mis ton écran. Ouais, super. Voilà, par exemple, tout à l'heure, on a sorti l'interview du CEO de Desblocs qu'on avait fait sur Twitch ensemble. Banger de fou. Banger de fou. Desblocs, c'est quoi? C'est une boîte qui va faire banque fiat, donc avec carte bancaire, virement bancaire, IBAN, etc. Mais qui va aussi proposer tous les produits
produits crypto et qui va vous permettre très facilement de pouvoir passer de fiat à crypto, de crypto à fiat. Et il nous explique tout ça. Il nous parle de ses associés. J'ai pris le temps de faire les timecodes en plus, donc vous avez tout. Les sujets clés, comme par exemple qui sont les fondateurs de Dayblock, où je vais vous afficher carrément les LinkedIn normalement les LinkedIn de ses associés qui viennent tous de chez Revolut. Voilà, en sachant que Revolut c'est Neobank, on la présente plus, c'est la best Neobank pour moi aujourd'hui, mais qui est quand même très limité sur la partie crypto. Et c'est le constat qu'ils en ont fait. Il faut savoir que le CEO de Dayblock, c'était le head of crypto monde qui a bossé sur des projets, notamment, non, je vais pas le dire parce que j'ai peur de le mettre dans la sauce, mais bref, voilà, qui a bossé sur un projet avorté de Revolut, pour pas trop en dire. Et donc voilà, il nous explique tout ça, c'est super top. Au niveau des contenus vidéo, vous avez donc les rediffusions de masterclass comme d'habitude, vous avez des condensés, vous avez des vidéos d'analyse fondamentale, vous avez nos interviews, et puis voilà, vous retrouverez du coup l'interview Cave sur la chaîne notamment, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va passer maintenant à l'actualité de la semaine, je vais faire très rapide. On va commencer par FTX 2.0, on est encore sur ce sujet-là. On a pas mal de géants financiers qui veulent se l'accaparer. Alors attention, on nous parle de 363 entités. Ça veut pas dire que tu as 363 entités qui veulent absolument acheter. Ça veut dire que s'ils sont dans la liste, c'est qu'ils se sont au moins renseignés pour potentiellement faire une proposition d'achat. Mais ce qui est d'intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a quand même des gros noms. On a le Nasdaq, voilà. On a Galaxy Digital qui est, je dirais, le deuxième plus gros fonds crypto au monde après Grayscale. On a Robinhood qui est une Petite précision juste, ouais. En gros ils sont intéressés par le rachat, ou en tout cas ils ont émis un intérêt parmi les boîtes qui sont détenues par FTX, pas nécessairement FTX en lui-même, de ce que j'ai compris. Ça, donc il faut quand même nuancer, Mm. mais voilà. En tout cas ça montre qu'il y a quand même des gros qui aimeraient, je pense, tirer leur épingle du jeu d'une manière ou d'une autre via FTX ou ses filiales ou les boîtes que... Parce que là on voit quand même FTX Trading sur ce document. Dans le doute, je tiendrai à nuancer quand même. Je pense Très bien, que c'est mieux. très bien, pas de souci. Voilà, et en dernier, on a Ripple. Alors tu sais que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Ripple, mais ils ont tant d'argent que ça. Et en fait, je pense qu'ils ont des milliards et des milliards en trésor, les gars derrière Ripple. C'est vrai qu'en vendant leurs jetons... Donc ils ont dû se régaler. On m'a proposé d'interviewer quelqu'un chez Ripple, donc je vais voir ce que je peux faire. Quelqu'un Voilà, de très bien placé là-bas, donc on verra. Ensuite, on a Ledger. On a Ledger qui dévoile son livre blanc pour Ledger Recover. Alors, ça va se faire en plusieurs étapes. Le livret blanc qui est disponible, sur GitHub. Sur GitHub. Je sais plus, je crois que c'est ici. Voilà. C'est un document qui est extrêmement technique. Moi, j'ai essayé de le regarder rapidement. On a 33 pages. Voilà, bon, il y a du textuel, mais il y a surtout beaucoup de schémas plus ou moins complexes à comprendre pour comprendre toute la mécanique du fonctionnement entre le end user, les applications type Ledger Live, le matos et les providers. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans cette histoire, c'est que ça se passe en plusieurs phases parce que tu claques pas des doigts et tu réponds à toutes les problématiques, mais ils se sont activés après le drama. Personnellement, j'apprécie. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est ce qui a été expliqué. Donc là, ils vont faire plein de posts de blog pour vulgariser les choix techniques, etc. Mais là, j'ai vu Tools to implement your own shared backup. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu sais, ils avaient des partenaires dans différentes juridictions pour envoyer des morceaux de clés privées chiffrées. Mais là, apparemment, ils voudraient mettre en place un outil pour que tu aies ton propre truc à toi. Comme ça, tu ne dépends plus d'acteurs externes pour stocker tes morceaux de clés privées. Il est question aussi open sourcing of the dashboard. Donc là, j'imagine que c'est se détacher de l'application Ledger Live, parce qu'il y a toujours eu un drama chez les puristes. C'est OK, tu as un Ledger, un hardware wallet avec un composant qui n'est pas connecté à Internet pour la gestion de tes clés privées. Mais quand tu veux interagir avec ce Ledger, tu passes par une application sur ton PC et très probablement, voilà, tu vas utiliser ton PC, tu vas être connecté à Internet, etc. Et il y a des gens que ça dérange. Et je pense que Ledger, ils vont essayer de mettre en place une espèce d'alternative à Ledger Live pour les puristes qui veulent vraiment ne pas avoir à trust et juste utiliser leur hardware Ledger. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant, encore une fois. Et la phase 4, par contre, j'ai moins saisi. Modularize even more the OS in order to keep... voilà, bah en gros, c'est toujours pousser la logique pour qu'on ait à placer le moins de confiance possible en l'entreprise Ledger et se concentrer sur le fait que voilà, j'achète un Ledger, c'est pour protéger mes cryptos et basta. Parce que en fait, tout le drama Ledger, il s'est fait au niveau de la confiance finalement. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, belle initiative de Ledger, je trouve. Ensuite, on a Binance.
US et la SEC qui trouve un terrain d'entente. Alors je vais la faire très très rapide. À la base, il y a eu un moment où il était question de geler les fonds gérés par Binance US, donc les fonds des utilisateurs. Les gens ils commençaient à flipper en mode ouais mais moi je veux débloquer mon argent, donc ça commençait à cash out les fonds chez Binance US. Le drama il a été de se dire normalement Binance US, ok ça porte le nom Binance mais c'est censé être une entité à part qui est gérée aux US avec des employés aux US, des données aux US et des fonds des utilisateurs aux US. Ce qui a été fait comme accord, c'est ok, on va pas tout vous geler, mais on veut être sûr que toutes les données, toutes les clés privées, etc., ça soit géré exclusivement par des employés aux US de Binance US. Donc, il n'y ait pas de saisie, d'histoires comme ça. Et bah, ils ont dit OK et ils vont devoir fournir de la documentation justement aux régulateurs pour pouvoir avoir la paix. Voilà. Mais en tout cas, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Donc, tous les dramas qu'on s'est tapés récemment parce que ça tombait les uns derrière les autres, petit à petit, c'est en train de se débloquer. Mais là, il y a matière à drama. Les fondateurs de 3 Arrows Capital lancent un nouveau fonds de capital risque lié à OPNX. Alors, OPNX, c'est un exchange qui a été lancé justement par des créateurs d'un autre exchange, je me souviens plus de leur nom, et les gars de 3 Arrows Capital. Et gros drama parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? 3 Arrows Capital, c'était un fonds capital risque qui a fait des investissements de dégènes avec des leviers de dégènes qui se sont fait tabasser pendant le bear market. Comme ils sont dans des pays avec des juridictions, on va dire, pas très... Mais il faut les monter en l'air, ces types, c'est trop, hein. Franchement, c'est... Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pour eux, ils veulent repartir comme si de rien n'était. Comme en 46. Ok, on a compris. Nous, on est des très bons investisseurs, mais là, on a chié, c'est sur les leviers. Et on va refaire la même chose, mais sans les leviers. La promesse, c'est ça. C'est relancer un nouveau fonds sans les leviers qui génère du rendement. Bonne chance. Et ils vont trouver des investisseurs. Hein. Est-ce que vous auriez envie? Est-ce que vous auriez envie de placer votre argent là-dedans? Je ne sais pas. J'espère que l'industrie leur fait pipi au visage, vraiment. Et tu vois, pour le délire, parce qu'ils sont deux, hein, t'as Suzu et t'as Kyle Davis, qui sont les fondateurs de 3 Arrows Capital. J'ai essayé de trouver où est-ce qu'ils sont les refs. Désolé d'être vulgaire les potes, mais franchement ça me tille tellement de voir ces mecs-là encore dans l'industrie. Ces mecs-là devraient probablement être en tôle. Faut bien rappeler qu'ils se sont payés un yacht quand même avec l'argent des investisseurs. Ils ont quand même créé une sorte de contagion dans l'écosystème aussi. Voilà, je pense que ces types-là, faut vraiment qu'ils aillent se faire voir. Et toutes les personnes qui investissent chez eux, etc., je n'arrive pas à comprendre. Faudrait peut-être m'expliquer, hein, mais vraiment, enfin, nous aujourd'hui on couvre parce que évidemment ça fait partie de l'écosystème et il faut rester informé. Mais vraiment, j'espère qu'on leur donnera de moins en moins d'exposition et qu'ils vont juste se faire balayer, quoi. Et donc du coup là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des pays qui n'ont pas forcément les poucaves et les rendre aux services secrets occidentaux ou aux polices occidentales. Donc ça fait des allers-retours entre Bali, Dubaï, tu vois là ça parle de Thaïlande, de Malaisie, etc. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas fait attraper. Et à mon avis, moi je pense que ces gars-là, ils savent qu'ils vont se faire attraper, qu'ils vont payer très 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 cher, et donc qu'ils relancent vite un biz pour faire du cash, pour payer les bêtises, et qu'ils la jouent en mode ouais nous on n'a rien à se reprocher, tranquille, mais c'est juste qu'ils vont prendre tellement cher que s'ils sont pas pétés d'oseille, ils vont jamais s'en sortir. Ensuite, on a Nike et Fortnite qui lancent une expérience virtuelle. Alors, vous savez, Fortnite, ils ont fait plein de mises à jour dans leur jeu. Et notamment, ils ont refondu totalement le mode créateur du jeu. Ça laisse le champ libre aux créateurs de faire des maps avec plein de choses. Et donc là, en l'occurrence, ce serait une map, elle est déjà en ligne, qui s'appelle Airforia. C'est une map dédiée aux chaussures Nike. Et donc, si vous allez sur cette map-là et que vous avez lié votre compte Epic Games avec Nike, c'est ce qu'on dit ici, que vous faites ça avant le 27 juin. Souche, ouais. Et vous allez, après 10 minutes de gameplay sur la map, débloquer un NFT d'une sneaker numérique Air Max One 86 Back Bling. Voilà, plus long encore. Donc, pour les intéressés, voilà, faut installer Fortnite, faut lier son compte Epic Games à son compte Nike et vous pouvez le faire. Ils ont fait un joli petit teasing, vous n'aurez pas le son, mais je vous le montre rapidement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir toujours ces collaborations entre Epic Games et des projets divers et variés. Et là, en l'occurrence, on est quand même sur une collab pure NFT. Donc, petit à petit, Epic Games se met au Web3. On en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais là, ça se confirme de plus en plus. Hein. Dernière chose, ça, j'ai kiffé. Coinbase vers une super application pour un futur décentralisé. Alors, qu'est-ce que c'est une super application? C'est une application qui est vraiment bien. Non, c'est une application où tu as plein d'applications à l'intérieur. Si vous voulez, par exemple... Un peu comme Musk veut faire avec Twitter, en vrai.
Un peu comme Ultra, où tu vas avoir la partie plateforme pour les jeux, marketplace, chat, gestion des NFT, patati patata. WeChat, tu vas avoir plein d'applications différentes pour du paiement, pour jouer à des jeux vidéo, etc. Et donc là, l'idée, et je trouve ça vraiment stylé, ce serait de se dire, tu as une app où tu as l'exchange, et après, tu as des applications décentralisées par-dessus. Et vous savez, ils avaient annoncé un layer 2 qui s'appelle Base, un layer 2 décentralisé pour le coup. Et on va d'ailleurs vous faire une analyse fondamentale complète sur le sujet. Et je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont incuber des projets d'applications décentralisées sur Base. Et ensuite, ils vont faire tout un écosystème autour avec des super apps pour que depuis ton téléphone ou depuis peut-être une application Chrome, enfin une extension de navigateur, tu puisses naviguer dans tout. Pour éviter les problèmes réglementaires d'une part, mais aussi d'aller dans l'air du temps, c'est-à-dire le Web3, la décentralisation et continuer de faire du fric parce que ça reste quand même une entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Donc j'ai trouvé cette news extrêmement intéressante. Ils ont présenté ça apparemment dans une conférence et je vais suivre ça avec attention parce que je pense que l'avenir c'est ça. Je pense vraiment que l'avenir c'est ça personnellement. Après pour ce qui est des actus en bref, on a Binance qui nous reconfirme qu'ils sont en train de bosser sur une intégration de Lightning Network pour pouvoir retirer et déposer de l'argent en Bitcoin sur le réseau Lightning. Ultra bull pour Bitcoin, je vous le dis honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'utilisent pas Lightning tout simplement parce que ils n'ont pas de compte Kraken ou ils n'ont pas installé une application spécifique sur leur téléphone pour le faire. Mais le moment où Binance vont proposer Lightning, je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'y mettre. Ça va pousser l'adoption, évidemment. Ah, c'est clair. Et Lightning, ça marche, enfin techniquement ça marche bien, mais factuellement c'est peu utilisé ou c'est peu adopté parce que aujourd'hui c'est trop niche. C'est un peu trop niche, tu vois, même s'il y a des choses qui tendent à le démocratiser, des wallets qui t'aident à le faire, etc. Tu vois, le fait qu'il y ait du Lightning sur Binance, rien que pour faire tes retraits, etc. Aujourd'hui, faire tes retraits, tu les fais en USDT TRC20 parce que c'est pas cher et c'est rapide. Pourquoi pas les faire sur Lightning maintenant, vu que ce serait aussi rapide et aussi relativement peu cher, je suppose. C'est surtout que tu vas avoir de l'application après on top of Lightning et potentiellement tu pourrais avoir de l'USDT sur Lightning via RGB, etc. Donc c'est le début et pour les intéressés, vous savez, on vous avait fait des formations sur Bitcoin et Ethereum qui sont gratuites. Vous les avez sur toutes les descriptions YouTube d'ailleurs si vous voulez y accéder. Et on a une partie de la formation qui est dédiée justement à Lightning Network. De toute façon, vous allez sur coinacademy.fr/formation et non, vous avez tout. Et vous avez la partie Lightning Network, on vous réexplique le concept, comment ça fonctionne, le système de routing des transactions, comment surveiller les données, etc., etc. Et comment installer un wallet Lightning sur son téléphone pour pouvoir commencer à utiliser Lightning et payer des gens via Lightning Network parce que ça peut être une bonne solution si vous avez un petit commerce local pour recevoir des paiements en Bitcoin pas chers et instantanés. On sait qu'on a également un ancien cadre de Meta, donc Facebook, qui a rejoint Starknet en tant que PDG, donc pas Starkware, Starknet, la fondation Starknet. On a Binance qui s'est fait dégager des Royaumes-Unis, le régulateur et de la Belgique. Et de la Belgique. Et peut-être des Pays-Bas, je suis pas sûr. Mais... Pays-Bas aussi. Ils se retirent du Pays-Bas, ouais. Et tu vois, on en parlait justement dans l'interview de Desblocs qu'on a sorti aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Coin Academy, qui m'expliquait pour le cas du Royaume-Uni, c'est que à l'époque, le Royaume-Uni, c'était une autoroute pour obtenir des passe-droits pour faire des applications financières, des trucs comme ça. Là, ils sont sur un régulateur qui est extrêmement sévère. Et là, visiblement, le régulateur FCA, cette fois, il a dit à Binance, casse-toi. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que ils préfèrent des trucs peut-être plus propres, plus réglementés, type Coinbase, ou aussi des exchanges qui sont au UK. Je me souviens plus, mais tu as un exchange dédié au UK qui marche bien aussi. Donc, concurrence. J'ai fait une interview avec le CEO de Bitstamp. Ils ont 53 licences. Et ils sont partout régulés et tout. Et ils parlent notamment d'ajouter des futures en mode régulé, notamment disponible en France et en Europe. Ok. Tiens. Les futures sera disponible a priori dans les deux. Enfin, non, la semaine qui arrive ou celle d'après. Ok. Super. Mais en tout cas, des futures, en sachant que l'AMF, elle est un peu contre les futures en France, ça leur donnera une position dominante. En fait, ça, c'est pas une question de PSAN, c'est une question de MiFID en fait. C'est une question d'être régulé en fait au-dessus du PSAN. Le PSAN, c'est pour les gens dits garçons et le MiFID, c'est pour les bad boys qui sont beaucoup plus gros et qui touchent même aux choses en dehors de la crypto. Ok. Intéressant. C'est pour ça qu'il faut écouter les interviews, on apprend des trucs sympas. Le FMI, le Fonds monétaire international, estime que les pays qui interdisent la crypto perdront en efficacité. Donc ils commencent à comprendre. Ils ont tellement craché sur le Salvador, mais le Salvador, il s'en sort.
Et t'as beaucoup de pays d'Amérique latine qui s'en sortent. Et là, ils commencent à se dire, ok, dire à tout le monde que les cryptos c'est pas bien, ça marche pas. Donc en fait, on va essayer de comprendre pourquoi les cryptos ça plaît. Ça plaît parce que c'est transparent, parce que c'est rapide, etc., etc. Et donc ils vont pousser ces fameuses CBDC, monnaie numérique de banque centrale. Voilà, on va voir ça arriver progressivement. On a également Algorand qui a fait une petite mise à jour de son protocole pour avoir un block time un petit peu plus rapide et des meilleures performances. Voilà. Alors Algorand, il faut savoir que c'est l'inventeur des Zero Knowledge Proof qui est l'inventeur Un d'Algorand. italien, non? Enfin, c'est un méga crack. C'est un méga crack, mais je sais pas s'il est italien. Je crois qu'on l'a vu à la PBWS, mémoire. On l'a vu à la PBWS, tout à fait. C'est un crackito. C'est une superbe chaîne en proof of stake dans le sens où c'est même pas une question de staking liquide. C'est à partir du moment où vous détenez des assets en algo sur un wallet, vous participez au staking quoi qu'il arrive et vous touchez du rendement quoi qu'il arrive. Donc c'est un staking qui est vraiment natif. Et par contre, il n'y a pas de diable dessus, quoi. C'est que moi, on me dit toujours, putain, Algorand, c'est un crack, c'est une putain de chaîne et tout. Mais qui construit sur Algorand? Qui? KCIS du Crédit Agricole obtient le PSAN. Alors, je voulais terminer là-dessus, justement, parce que cette semaine, nous, on était un petit peu, pas contrariés, mais on se posait des questions, encore une fois, par rapport à la loi influenceur. D'ailleurs, on risque d'avoir une interview avec Orwell, l'avocat, on va pouvoir en discuter notamment. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que là, l'AMF, ça se magne. Je disais que l'AMF, il galère un petit peu à l'époque, mais là, ça commence à envoyer du PSAN à gogo. Le 20 juin, on a eu Kamea, que je connais pas, Ptop, que je connais pas, KCS du coup, ce qu'on a montré juste avant, des blocs et Palisade. On en a eu 6 cette même semaine, donc ça va commencer à balancer de la licence. Autre info intéressante, je ne vais pas citer les noms, mais ce qu'on a pu constater aussi en off, c'est que tu peux discuter avec l'AMF et que potentiellement, le temps de délivrance de licence, Visa ICO AMF, Visa ci, Visa ça, PSAN, etc., il y a possibilité pour certains projets crypto d'avoir des sortes d'exemptions autorisées par l'AMF qui les autorisent à continuer un marketing auprès d'influenceurs francophones le temps d'obtenir l'enregistrement pour pas se retrouver en position bloquante d'office. Ça se fait au cas par cas. Je vais pas vous donner les noms des projets, mais simplement, voilà, nous on était un peu inquiets en mode le temps que ça délivre des PSAN, ça va casser tous les business. Et en fait, ils sont un petit peu plus flexibles que ça au niveau de l'autorité des marchés financiers. Donc, je tenais à vous le signaler. On a sorti également une vidéo DYDX où on explique un petit peu le système de DAO et de sub-DAO, c'est-à-dire les sous-DAO, les différentes DAO autour de DYDX à Crypto Partage. Je vous laisserai cette fois cette vidéo en description. Et puis, c'est à peu près tout. Je voulais terminer simplement. N'hésitez pas à aller sur le site de Messari en complément de Coin Academy. Vous allez dans Research, vous allez dans All. Vous avez des reportings qui sont gratuits, comme celui-là sur NIR par exemple. C'est des lectures qui sont extrêmement enrichissantes. Ici, il est question du Blockchain Operating System, c'est-à-dire de la vision de NIR. On va vous leur proposer une interface pour les développeurs qui est connectée à différentes blockchains, donc Bitcoin, Polygon, Ethereum, etc. Tout expliqué avec des beaux visuels et tout. Et voilà, c'est du contenu absolument banger, hyper enrichissant. Donc n'hésitez pas. Et je me tâte même moi-même à remettre un billet dedans parce que là, tu vois, il y a un document sur les différents roll-up et la spécification des différents roll-up que j'aimerais bien lire aussi. Et bah écoute, on est à 2 heures de live. On fait quoi? On prend des questions, on coupe court? Qu'est-ce que tu proposes? Je pense on peut couper maintenant, dans le sens où mercredi, dans tous les cas, on a un live avec Samy JDC, donc je pense que ce sera l'occasion de rebondir à ce niveau-là. Je pense qu'on aura plein de thématiques, et puis je pense aussi l'occasion de parler dans le chat, et avec le chat tout simplement. Tout à fait. Donc toi, tu es en live demain, ce lundi, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Demain, mercredi et jeudi, au minimum. Voilà. Un minimum. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitch si ça n'a pas été fait. J'espère que cette émission vous aura plu en tout cas. Et si c'est le cas pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, encore une fois, petit like, commentaire pour soutenir. Ça nous pousse pour le référencement. Ça aide la chaîne à se développer, à se monétiser pour continuer de vous proposer du contenu gratuit de qualité. En tout cas, j'espère que vous le considérez de qualité. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao tout le monde. Tchuss.